La table ronde qui va s'ouvrir s'appelle la table ronde gouvernance, leadership et management. Et plutôt que de mal présenter les brillants intervenants de cette table ronde, je vais me permettre de leur demander de le faire, à l'exception de... Ah si, peut-être Bertrand, il y a des gens qui viennent d'arriver, ce serait quand même utile que tu le refasses, si tu veux bien. Et puis on va passer comme ça et je vous passe le micro. Donc le micro, pour ceux qui sont frustrés parce qu'ils ont l'impression que ça sert à rien, c'est juste qu'il amplifie pas, mais il est utile pour la captation. Voilà. On aurait pu démarrer de façon élégante avec les femmes, mais voilà. Donc, d'accord. Merci. Donc, Bertrand Tullier, donc, je suis chargé de recherche action chez Lumia. Et donc, on travaille, nous, sur la baseline de Lumia, hein, c'est les modèles économiques régénératifs et le leadership régénératif. Donc, c'est une question qui nous intéresse, au plus haut fait, tout autant que le travail que l'on mène sur les modèles économiques et que je viens de présenter. Bonjour, Caroline Maert, je suis co-déléguée générale de la CEC, la Convention des entreprises pour le climat. C'est une association d'intérêt général dont on aura l'occasion de vous reparler juste après. Donc je suis dans cette association depuis maintenant 3 ans, après un parcours de 25 ans dans des grands groupes dans lesquels j'ai vu et navigué dans pas mal de métiers. Et aujourd'hui, je suis super contente d'être là pour parler de ces modalités de nouveaux types de leadership, de gouvernance, de management, parce que ce que l'on vit au travers de la Convention des entreprises pour le climat, c'est à la fois un parcours qui embarque des dirigeants dans un voyage qui leur est personnel et aussi un voyage qui les remet en boost dans leur projet d'entreprise. Donc, j'aurais pas mal de choses à vous raconter. Merci beaucoup. Isabelle Zemling, donc je suis déléguée générale adjointe d'une association qui est Germe. Donc nous sommes portés, je dirais, sur le progrès humain en matière de management en entreprise. Donc un organisme de formation, mais pas que, également une association qui organise beaucoup de temps permettant le développement en intelligence collective, notamment pour nos managers d'entreprise. Donc lien à faire aussi avec le régénératif. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Marie Bourdin. Moi, je m'appelle Marie Bourdin et je travaille chez Sillage. Donc, je suis associée cofondatrice de Sillage, qui est une petite entreprise qui accompagne des projets à vocation sociale et environnementale à se structurer dans le changement d'échelle ou le changement de gouvernance. Et nous-mêmes, on est en gouvernance partagée et on est détenu par un fonds de dotation actionnaire. Voilà, pour décorréler le pouvoir économique du pouvoir de décision. Donc, tous ces sujets du bien-être dans les organisations et des nouveaux modes de gouvernance nous touchent de très près. Merci Marie. On peut peut-être commencer avec toi, puisque tu viens de dire que ton organisation est exemplaire de ce point de vue-là, ou en tout cas met en œuvre ces nouveaux modèles. Moi, ce qui m'intéresserait peut-être dans un premier temps, c'est que chacun d'entre vous puissiez expliquer ce que vous voyez comme tendance dans le management moderne. Bertrand a expliqué que une entreprise, alors moi je dis régénératrice, mais c'est la même chose, elle aligne la volonté d'impact environnemental avec l'impact social. Je pense que l'un n'est pas décorrélable de l'autre, c'est une conviction personnelle que j'exprime là, et que s'il y a une dissonance, probablement que les talents vont fuir et puis choisir d'autres organisations. Donc ma question pour vous, et je pense que tout le monde peut donner son avis, c'est quelles sont les tendances que vous observez en termes d'évolution des modes de travail et de management, et peut-être parler de l'exemple que vous vivez, vous, si vous l'avez déjà mis en œuvre, comme c'est le cas de Marie. Merci. Donc oui, d'un point de vue vraiment gouvernance, j'observe qu'il y a quand même une tendance aussi à se questionner sur le modèle de la pyramide
qui fait peser beaucoup de responsabilités et beaucoup de poids sur les épaules d'une seule personne, et donc de plus en plus d'expérimentation, de modèles de co-direction, voire de gouvernance partagée, qui peuvent parfois venir d'une croyance forte dans un idéal d'horizontalité, mais parfois aussi venir simplement du désir des cofondateurs, cofondatrices, dirigeantes de ne pas faire que ça et de ne pas s'épuiser dans leur rôle. Et donc nous, c'est ce qu'on a mis en place il y a 9 ans déjà, cette gouvernance partagée. Donc on prend des décisions de façon horizontale par des processus de sollicitation d'avis. Il n'y a pas de lien hiérarchique entre nous. On est un écosystème d'une 20aine de personnes réparties sur plusieurs structures juridiques. Et toutes ces structures juridiques sont donc détenues par un fonds de dotation actionnaire. Et après, d'un point de vue plus... ouais. Oui. C'est une sorte d'association, en tout cas dirigée par un conseil d'administration. En l'occurrence, ce conseil d'administration est composé à majorité de personnes extérieures aux structures juridiques qu'il compose. Et donc, on a une raison d'être qui est de contribuer à l'insertion professionnelle et au développement, à l'épanouissement professionnel des personnes dans le monde du travail. Ce conseil d'administration a pouvoir de décision sur les mandataires sociaux des structures juridiques et sur la direction qu'on prend. Et donc, plus personne au sein de cet écosystème n'est détenteur des parts sociales de son entreprise. On a tous et toutes cédé nos parts sociales, nos actions à ce conseil d'administration de façon gratuite, enfin à ce fonds de dotation actionnaire gratuitement. Pour décorréler, comme je disais tout à l'heure, le pouvoir de décision du pouvoir économique, et pour que cette aventure collective ne soit pas une aventure d'enrichissement personnel. Et puis après, peut-être d'un point de vue des tendances plus managériales, nous, ce qu'on observe, c'est aussi une croissance du désir d'authenticité au travail. Tu parlais de dissonance entre ce qu'on prône et ce qu'on vit au travail. On voit qu'effectivement, ça, c'est vraiment de plus en plus un repoussoir. Et donc, on utilise beaucoup les outils de la communication non violente, de la communication empathique, des valeurs comportementales aussi. Je pourrais en reparler si ça intéresse certaines d'entre vous, mais on utilise l'outil de la roue de Schwartz pour essayer de cartographier un peu les valeurs comportementales des personnes qui composent un collectif, et pour pouvoir travailler de façon collective des règles communes et un fonctionnement commun qui réduisent ces impressions de dissonance, qui permettent plus d'authenticité au travail et donc une meilleure expression du potentiel de chacun et de chacune. On fait le combat sur les tendances dans vos organisations. Okay. Je vais prendre la suite. Oui, je veux bien prendre la suite. Bien, quoi. Ok, très bien. Déjà, je voudrais bien rebondir sur ce qu'on vient d'entendre, qui a été évoqué par Bertrand. C'est vrai qu'on parle de régénération humaine et sociale, hein, c'était dans tes dernières slides. Ça ne suffit pas, certes, hein, puisqu'on a cette régénération écologique fondamentale. Nous, on est plutôt sur le volet de la régénération humaine, probablement. Et tu le disais, Bertrand, ça reste encore à approfondir, ça reste à étudier. C'est un travail complémentaire et qui nous semble très important chez Germe depuis maintenant 30 ans, hein, depuis que ça existe, sur le constat de base que le manager n'est plus le manager expert qu'on a pu connaître, que moi j'ai pu connaître, hein, puisque dans les années 80, quand j'ai commencé à travailler, on était vraiment là-dessus, le manager qui détenait les connaissances et puis qui les descendait d'une manière extrêmement verticale. Et du coup, Germe s'est bâti sur cette conviction-là. Hein, j'allais dire, cette croyance, c'est pas une croyance, c'est vraiment une conviction, et qui s'avère de plus en plus vraie, hein, quand je vous entends, que le manager est aujourd'hui plutôt un manager qui va faire en sorte de déployer les talents des personnes de son équipe, qui va être un développeur d'intelligence collective, et dans notre jargon, on parle aussi de leader de transformation. Donc c'est vrai que ce travail-là, il est à faire en entreprise. Et nous organisons donc des sessions de formation par le biais de groupes, en fait, hein, de managers qui existent sur l'ensemble du territoire. Ce sont des groupes d'une quinzaine de managers. Il y en a un qui est en création d'ailleurs sur Saint-Quentin à l'heure actuelle.
Et donc ces groupes sont forts puisqu'on est vraiment sur du collaboratif, du collectif et des partages d'expériences entre les managers de différentes entreprises qui sont formés sur des concepts au départ, mais pas que des concepts aussi, de l'intelligence collective. Comment concrètement je fais ça en entreprise? Comment est-ce que je m'écoute mieux, je me comprends mieux pour pouvoir aussi communiquer mieux? Comment est-ce que je deviens promoteur de talent en entreprise? Moi, ce que je vois aussi, c'est que tous ces groupes eux-mêmes sont des gens déjà de clusters qui s'autorégulent et qui se développent aussi entre eux. Et puis on a le phénomène aussi de l'intergroupe. On fait de nombreux séminaires de manière à ce que toutes ces personnes puissent aussi interagir et continuer grâce à leurs expériences mutualisées à se développer. Et ce que je peux partager aussi, c'est qu'au sein de ce qu'on appelle l'équipe réseau, qui est l'équipe de pilotage de tout ça qui est sur Nantes, on est 30 salariés. Donc là, on est en mode associatif chez Germe. On est 30 salariés. Et nous-mêmes, on fonctionne donc selon un mode qui a été expérimenté il y a plus de 5 ans chez Germe, qui est un mode holacratique. Donc là, ça fait écho à ce que tu disais, où on travaille en cercle de compétences, où on va parler de leader de cercle, et non pas de patron d'unité, de leader de cercle. Et finalement, le rôle du leader de cercle, ça ne va pas être d'apporter son expertise, ça va plutôt être de faire en sorte que son cercle fonctionne et que chaque membre du cercle puisse apporter son expertise. Un exemple très concret, puisque tu nous avais parlé d'exemples, un exemple très concret, c'est sûr que si on est un cercle de développement d'une activité de formation et qui a un rôle axé sur la comptabilité, c'est pas le leader de cercle qui, à ce moment-là, va ni prendre la parole, ni prendre la décision. Donc évidemment, tout ça, c'est processé. Et je dirais que chez Germe, on est un peu sur un mixte de ça et d'un mode managérial classique, parce que au-delà du process, il y a aussi toujours l'humain. Donc il y a toujours cette ligne de crête, il faut faire attention. Et l'holacratie, c'est bien, mais ça reste aussi quand même un outil de travail. Et ça ne va pas remplacer non plus ce process, les relations qu'on peut avoir au quotidien. Voilà, donc on est sur cette organisation un peu apprenante à différentes échelles finalement. Merci Isabelle. Caroline, ton expérience? Donc si je peux vous raconter, je vais vous raconter un double miroir, le miroir de ce que l'on vit dans l'assaut de la CEC, donc la Convention des entreprises pour le climat, et ce que l'on perçoit comme tendance chez les dirigeants qui vivent nos parcours. En fait, l'association, elle est née d'une idée qui était un peu rebond de la Convention citoyenne pour le climat, où on s'est dit c'était le moment aussi d'enclencher le mouvement de transformation au niveau des entreprises. Donc, on a créé les premiers parcours avec le même format que les conventions citoyennes, c'est-à-dire 6 sessions. Après, ce qu'on y met dedans est légèrement différent, d'autant plus qu'on n'a pas une visée politique forte. En tout cas, c'est pas l'intention première. L'intention première de ces parcours qui durent vraiment 10 mois, c'est d'embarquer deux dirigeants d'entreprise dans un chemin pour qu'ils puissent réussir à faire une transformation de leur modèle d'affaires au cœur des limites planétaires. Donc, dans cette complémentarité, cette compatibilité éco-socio-compatible avec ces limites planétaires. Donc on va vers cette visée régénérative et on embarque l'ensemble des dirigeants, donc ils sont 2 par entreprise. Et voilà, donc ça c'est ce que l'on fait aujourd'hui. On a 17 parcours qui sont terminés ou en cours et on en a 7 qui vont démarrer. Et on a passé la 1000e entreprise avec le parcours Hauts-de-France qui a démarré il y a 1 mois. Voilà, donc on est très fiers de ça. D'autant plus que je suis de Lille, donc je suis aussi extrêmement fière d'être dans le fief du territoire. Donc à la CEC, c'est une association d'intérêt général et ceux qui l'ont composée à l'origine sont beaucoup des gens qui viennent de l'entreprise. D'ailleurs, le fondateur, qui est Éric Duverger, est un cadre qui a passé plus de 20 ans chez Michelin, donc il est arrivé avec ça aussi comme parcours. Les équipes qui l'ont rejoint sont beaucoup de personnes qui viennent du monde de l'entreprise ou qui étaient déjà embarquées dans la transition. Donc déjà, de ce cocon-là sont nés vraiment des dispositifs où on est venu avec ce qu'on savait faire et on a rencontré aussi d'autres modalités de gouvernance partagée. Donc à la CEC, on vient un peu de tout ça. Il y a des trucs extrêmement classiques et il y a des trucs extrêmement novateurs. Et ce qui est hyper fondamental, c'est qu'on fonctionne vraiment plus par des notions de cercle, puisque la valeur cœur de la CEC, c'est la coopération. Donc il y a énormément d'endroits où on travaille en collectif. Donc on a associé pas mal de choses, on a un bureau, on a des comités, on a des choses comme ça. Donc on travaille vraiment dans cette dynamique collective et il n'y a pas de chef, il y a plutôt des éléments de lead, comme tu disais dans Germe, ce qui fait qu'on se sent en responsabilité de là où on est. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc ça, c'est plutôt la vie interne, dans ces tendances où finalement la rencontre entre le monde associatif et le monde de ceux qui venaient de l'entreprise trouve une nouvelle forme d'organisation et de management.
qui est plutôt sympa. Alors, sachez aussi que dans l'asso, on a énormément de bénévoles. On a plus de 40% pardon, de bénévoles, 60% de prestataires. On n'est que 3 salariés pour l'instant. Donc, c'est aussi une structure extrêmement diverse avec des profils différents. Parmi les 1000 entreprises qui ont participé à la CEC à cette date, est-ce que tu perçois une évolution des modes de management? Parce que 1000, ouais. Ça commence à être grand, ouais. Ouais. Alors, ce que l'on a capté, puisqu'on a fait un baromètre l'année dernière sur les premiers qui étaient sortis, c'est que la première modalité qu'ils viennent transformer dans leur entreprise, c'est leur modèle de gouvernance. Ça, c'est la première chose qu'ils font quand ils ont fait un parcours, qu'ils se sont rendus compte et de l'état de la planète et de leur impact, risque et opportunité d'être présents en tant qu'activité économique. La première chose qu'ils font, au-delà de se dire on fait un plan d'action pour transformer notre modèle, pour vraiment faire en sorte qu'il soit compatible, c'est de transformer leur modèle de gouvernance. Donc ça, c'est une vraie tendance et c'est le truc le plus fort. Il y a dedans, concrètement, déjà, ils embarquent leurs collègues parce qu'en fait, ils font un parcours à 2, ils se rendent vite compte qu'ils sont tout seuls à se rendre compte et à prendre conscience des choses et que s'ils veulent pas être déconnectés de la réalité opérationnelle, il faut tout de suite embarquer leurs amis proches, donc le COMEX. L'embarquement, ça prend par la sensibilisation, la prise de conscience. Voilà, c'est vraiment embarquer un collectif au cœur même de l'entreprise. Après, ça vient à différents endroits challenger pas mal de choses. Ça vient déjà remettre la RSE classique à une autre place que juste, il y a ceux qui seront compatibles et réglementaires. Donc, c'est vraiment remettre la RSE au cœur même de la transformation et pas juste d'avoir des responsables. Ça vient remettre aussi en perspective, là, par exemple, dans certaines situations, notamment chez Davidson Consulting, une entreprise de numérique, ils ont décidé que les commerciaux, donc ceux qui travaillent à faire évoluer l'offre, aient des impacts, et des objectifs sur leur diminution d'empreinte climatique. Voilà, donc on vient changer aussi des modèles complètement concrets dans l'organisation et le pilotage de l'entreprise. Donc les tendances, elles sont vraiment là, elles sont à transformer. Et je dirais, avant de te passer la parole, que ce qui change vraiment ce qu'on constate, c'est que quand on commence à relier vraiment la notion de se réaligner personnellement en tant que dirigeant, alors émerge une nouvelle flamme et le projet entrepreneurial reprend vie au niveau de l'entreprise. Et quand cette rencontre entre le projet entrepreneurial, le dirigeant qui est prêt et l'entreprise qui est prête, alors ça donne vraiment des renouveaux hyper intéressants dans les entreprises. Et ça, c'est ce qu'on constate comme tendance. Je dirais c'est plus qu'un signal faible aujourd'hui. Merci. Alors, si je prends Lumia, on fonctionne aussi en cercle. Par exemple, moi, je suis le leader du cercle régénératif parce qu'on essaie de s'appliquer les choses aussi. Donc, on a aussi des moments particuliers à vivre ensemble et aussi quel est notre, finalement, dans nos interventions, comment on peut en fait se régénérer aussi par ces interventions et nos interventions sur le territoire. Parce qu'on est dans un territoire, j'ai dit tout à l'heure en introduction en présentant Lumia, mais on est sur un territoire particulier et donc on essaie aussi, quand on a un impact, l'année dernière, on avait fait une journée régénérative, on avait 85 personnes qui venaient de toute la France. Donc on s'est dit comment en fait on peut aussi nous finalement rendre au territoire ce qu'il nous a apporté. Donc puisqu'on avait un impact pendant une journée, on a fait donc une action auprès de la ville qui avait des difficultés à gérer son patrimoine arboré. Et comme on a les compétences en interne, voilà, on s'est proposé, on le fait de façon complètement gracieuse. C'est notre participation à ça. Et donc, on a différents types de cercles. Effectivement, on procède de la même façon. Sur les tendances, alors, ce que l'on voit, on voit ce que tu viens de dire, et exactement ce que tu viens de dire. C'était en fait une prise de conscience en fait des dirigeants. Donc ça, déjà, en fait, c'est énorme. Une prise de conscience qui peut se faire aussi à titre individuel, c'est-à-dire qu'en fait, on a aussi des dirigeants qui sont poussés par leurs enfants, par l'entourage. Donc, je veux dire que ça vient par différents biais. Et si je prends en fait les managers, on s'aperçoit aussi qu'aujourd'hui, les managers vivent assez difficilement un désalignement entre leurs convictions personnelles et la façon dont l'entreprise fonctionne aujourd'hui. Et quand je dis fonctionne aujourd'hui, c'est à la fois son modèle éco, ce qu'elle propose, les impacts qu'elle a, etc. Et puis
la façon dont ça vit tout ça en fait dans l'organisation, les processus qui sont en jeu. Et ça remet pas mal de choses en perspective. Et nous, en tout cas, ce qu'on a noté, c'est que le régénératif, c'est aussi quelque chose qui, tu l'as dit en fait pour le dirigeant, mais c'est vrai aussi pour les équipes, rallume une flamme. Parce que jusqu'alors, on leur dit, faut réduire les impacts, mais on voit bien que ça, c'est insuffisant. On voit en fait au fil du temps que finalement, ça continue à se dégrader, à se dégrader, à se dégrader. Et là, on leur amène en fait une perspective qui est positive. Et ça joue beaucoup. Et je dirais même, là, pour avoir fait un séminaire il y a 2 jours avec une entreprise à 1600 mètres d'altitude, dans des igloos, etc., ça redonne du sens. Il y avait certaines personnes qui se sont exprimées, qui se demandaient même ce qu'elles faisaient encore dans l'entreprise. Et à l'issue en fait, du séminaire, la présentation au président, ça a été de dire, voilà, ça m'a redonné un coup de boost. J'ai vraiment envie en fait d'y aller parce que ça redonne du sens en fait à ce que je fais et à ce que je veux faire demain. Merci Bertrand. Ce que je peux ajouter à ce qui a été dit, qui était très complet, c'est moi je suis chercheur depuis quelques années sur ces sujets de nouveaux modes de gouvernance. J'étudie les entreprises qui adoptent ces nouvelles gouvernances un petit peu partout sur la planète. J'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle L'entreprise nouvelle génération. J'ai répertorié à ce stade 50 000 entreprises dans 30 pays qui ont adopté des modes de gouvernance de type partagé, qui ont été décrites. Ça reste quand même ultra minoritaire, il faut se dire les choses. La pyramide, elle est solidement ancrée. Après, il y a un professeur à Harvard que j'aime bien, qui s'appelle John Kotter, qui explique que dans toutes les pyramides, il y a en fait un dual operating system, c'est-à-dire il se passe quelque chose, soit de formel, soit d'informel, qui n'est pas pyramidal, mais qui était plutôt un réseau social d'équipe ou un réseau d'équipe, où le PDG peut être dans la même équipe temporaire, par exemple, sur un projet je dis n'importe quoi, de crypto, avec un stagiaire qui est super fort sur le sujet, que cette équipe va exister le temps du projet, on va ensuite disparaître, se reconfigurer, etc. Donc, c'est des formes organiques d'organisation, de hiérarchie d'équipe et non plus de hiérarchie de subordination de personnes, ce que Isabelle a bien décrit. Et il y a beaucoup de frameworks, il y a beaucoup de modèles qui existent, il y en a plein. Ce qui compte, ma modeste expérience, c'est que il faut pas appliquer ça de façon dogmatique, mais plutôt adopter ce qui convient bien à la culture de sa société, à son histoire et surtout aux aspirations des personnes qui composent l'organisation. Ceci étant dit, on va passer au deuxième sujet que vous avez déjà introduit, et notamment Caroline et Bertrand, qui est est-ce que finalement, si on veut changer le mode de fonctionnement d'une organisation, sa gouvernance, son leadership, son management, vous avez passé de surplomb à support, être plus dans la facilitation, en anglais on dit unleash potential, donc libérer les talents, libérer les potentiels. Est-ce que ça passe pas d'abord par un travail intérieur, personnel? Alors moi j'ai des amis qui ont même fait des psychanalyses pour être prêts à ensuite engendrer ou générer une transformation plus large autour d'eux. Est-ce que vous pourriez donner votre avis là-dessus et donner des exemples, soit personnels, soit d'organisations dans lesquelles il y a des leaders, où il y a des gens qui ont d'abord travaillé sur eux avant de commencer à faire ça? Et est-ce que c'est un préalable? Voilà. Je donne le micro à qui veut. Allez, merci. Tout à l'heure, quand je présentais ma rencontre avec Christophe Sampels, suite à la formation que Christophe m'a fait avec Christian Dutertre sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, j'ai accompagné 11 chefs d'entreprise à la transformation de leur modèle. Sur les 11, il y avait 10 chefs d'entreprise qui venaient du CJD. Et sur ces 10 centres des jeunes dirigeants, merci, sur ces 10, 5 avaient fait un parcours d'énéagramme qui était proposé voilà, par le CJD. Alors l'énéagramme, en fait,
Voilà. C'est un programme de développement personnel qui permet en fait de connaître son propre mode de fonctionnement, le mode de fonctionnement des autres. Bon, il y a 9 profils, etc. Enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas ce qui est important. Mais en fait, ils étaient en fait dans cette transformation déjà eux-mêmes. Et je me suis aperçu que ces 5-là avaient réussi à changer, à shifter leur modèle économique rapidement, parce qu'ils étaient en fait déjà en fait engagés dans une transformation individuelle. Et quand j'ai terminé le programme d'accompagnement, j'ai dit à Christophe et à Christian, c'est ce qui manque. Il manque en fait cette partie-là dans votre programme parce que les autres n'ont pas pu accéder à ça. Moi, je pensais qu'il fallait le faire avant. Aujourd'hui, j'en suis plus persuadé. Nous, chez Lumia, on essaie de le faire de façon conjointe. Donc, nous, on a un spécialiste chez nous qui s'appelle Romain Cristofini, qui a écrit d'ailleurs un livre, lui, sur les leaders éclairés, et qui a créé une association aussi qui s'appelle les leaders éclairés. Mais pour justement, en fait, travailler cette question individuelle. Et je disais, je rentre d'un séminaire, c'est quelque chose qu'on fait travailler de façon concomitante. Et on commence par là. Ça paraît un peu décalé pour certaines personnes. Certaines personnes se disent, mais pourquoi, en fait, ils nous font, entre guillemets, du développement personnel, hein, voilà. Mais déposer ses émotions, par exemple, en fait, savoir justement utiliser ses émotions comme étant une force pour agir. Hein. Nous, on prend souvent l'exemple d'Emmaüs. C'est bien en fait la colère, hein, qui était cette émotion qui a permis le développement d'Emmaüs. Et donc, les émotions, elles sont à vivre. Or, dans l'entreprise, la plupart du temps, on a un masque, on n'a pas le droit même, en fait, de déposer ses émotions parce que sinon, c'est mal vu. C'est vu comme de la faiblesse, alors qu'en fait, on peut l'utiliser comme étant une force. Et donc, nous, on le vit régulièrement. Et donc, on fait ce travail. L'objectif, c'est pas d'être dans la tristesse, hein, au contraire, mais c'est d'utiliser la puissance de ces émotions pour aller au bout. Et quand parce que dans l'entreprise, on est face à des problèmes en permanence. Donc, et aujourd'hui, on répond problème-solution. Problème-solution, problème-solution. Nous, on dit, attention, problème. Eh bien, en fait, je vais examiner le problème, mais pas simplement avec le cognitif, mais aussi avec le cœur. Et ça change vraiment, en fait, la donne. Ça veut dire que je considère mes idéaux et je ne vais pas apporter une solution, mais potentiellement plusieurs. Et à partir de là, en fonction des opportunités, du contexte, etc., je choisirai la meilleure option. Donc ça change pas mal la donne. Et on s'est rendu compte que c'est vraiment ce qui est déclencheur en fait dans l'entreprise. Le modèle économique, le transformer sur le papier, on pourrait le faire. On pourrait imaginer en fait les solutions. Et ce qui va permettre de passer à l'acte, en fait, c'est ce qui va justement venir de l'individu lui-même. Et on sent bien qu'on a besoin de ce réalignement. Je le disais, et de sens entre ce que je vis personnellement ou ce que je pense personnellement, les convictions que je porte par rapport à notre environnement, par rapport au social, etc. et ce que je vis dans l'entreprise. Je vais me permettre d'enchaîner parce qu'on travaille beaucoup avec Lumia dans nos parcours CEC. Je voulais juste vous partager qu'on a dans l'accompagnement que l'on fait, donc qui est un accompagnement long puisque en gros un parcours c'est entre 10 et 12 mois. On fait intervenir dans cette méthode une dimension alors qu'on distille tout au long du parcours, mais dans notre jargon, ça s'appelle le TCC, le tête-cœur-corps. C'est-à-dire qu'un parcours CEC, c'est effectivement pas juste un endroit où on vient apprendre des choses et produire une feuille de route. Quand je disais tout à l'heure, c'est un voyage, c'est un voyage intérieur et c'est aussi un voyage avec les autres, la coopération. On est accompagné dans chaque parcours par des coachs et des facilitateurs qui travaillent en binôme et qui ensemble vont venir accompagner des sous-groupes qu'on appelle des camps de base. Les camps de base, c'est environ une dizaine d'entreprises, donc ça fait entre 15 et 20, ça fait une vingtaine de participants. Et ces camps de base sont des fils rouges en fait tout au long du parcours. C'est à la fois un endroit où il va y avoir de la production, donc quelque chose qui va être produit, notamment la feuille de route, mais c'est surtout un espace que l'on rend extrêmement sécurisé, dans lequel ce qui se passe là reste là. D'ailleurs, ça ne fuite pas, on ne sait pas ce qui se passe. Parfois, on a des petits échos, mais on ne sait pas comment ça se vit.
Et ce sont des espaces où la place de chacun est laissée libre, c'est-à-dire qu'on vient y déposer ce qu'on a envie de déposer au moment où on a envie de le faire. Le fait d'avoir cet espace sécurisé, de pouvoir aussi voir dans les yeux des autres des choses similaires chez soi, fait que le groupe avance, se solidifie et avance vraiment ensemble. Et à la fin d'un parcours, les groupes, les camps de base, continuent de perdurer sans la CEC. Il se passe quelque chose qui s'est vraiment cristallisé à cet endroit-là. Ce qu'on se dit, c'est que finalement, dans les entreprises, on a très peu ces espaces où on vient faire un petit peu de méta sur qu'est-ce qu'on vit, comment on le vit. Ce sujet-là est-il compliqué? Et quand on a créé ces espaces-là dans le parcours de la CEC, on a vu la magie opérer dans les transformations beaucoup plus rapides. Et je dirais ce qui vient challenger chacun des dirigeants qui participent à ces parcours, c'est la notion de courage. Le fait d'oser. Déjà, oser de parler de soi. Des fois, c'est pas évident. Alors, il y en a qui sont plus à l'aise, d'autres beaucoup moins. Donc, parler de soi. Le courage aussi d'oser essayer des choses, d'oser exprimer, alors même au-delà des émotions, mais d'exprimer des doutes. Demander des soutiens, demander des feedbacks sur ce qui est en train d'être dit, c'est hyper intéressant et ça fait avancer le dirigeant dans son chemin personnel et donc dans son projet d'entreprise. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Merci, mais Caroline, ce que tu viens de dire en fait fait écho à ce qu'on vit chez Germe, je pense, dans les groupes de managers qui sont des groupes d'une quinzaine de managers inter-entreprises où ils peuvent effectivement venir déposer en toute tranquillité, en toute bienveillance et puis surtout confidentialité, ça ne sortira pas effectivement du groupe. Donc tous ces groupes sont animés par un animateur qui lui aussi a un rôle très important puisque finalement c'est un facilitateur aussi. Et dans les groupes Germe, eh bien, ils vivent 3 journées avec un intervenant expert et un atelier, ensuite 3 journées et également un atelier. Et c'est pendant ces ateliers que se produit cette magie et de la capitalisation et des échanges en fait très constructifs. Ils repartent avec ça en entreprise. Et au niveau des experts, oui, ce que je voulais dire, les trois journées un peu plus descendantes, quoique extrêmement participatives aussi, eh bien, sont issues aussi de thèmes sur le développement personnel. Hein, donc, on connaît bien aussi l'énéagramme, le disque, etc. Développement personnel et aussi un autre axe qui est celui justement du manager avec son équipe. Il y a également un autre axe qui est plus élargi, le manager dans son entreprise, dans lequel pourraient s'inscrire aussi toutes ces démarches donc de développement de RSE. Et puis le 4e axe qui est plus sur l'ouverture au monde et la culture générale. Mais sur l'axe 1 et 2, on travaille le développement personnel. Et en rebond à ce que tu posais comme question, bah effectivement, je pense pas qu'on puisse aller transformer en entreprise si pour soi-même on n'a pas déjà compris comment fonctionner, prendre confiance en soi, relâcher certaines tensions, parce que bon, si on veut amener des personnes qui nous entourent à gérer certains conflits, bah, faut savoir déjà comment on le fait vis-à-vis de soi-même. Donc il y a beaucoup de travail qui est à faire aussi à ce niveau-là. Et on avait parlé donc d'exemples concrets, donc j'ai ramené juste des témoignages d'entreprises parce que ça on a parfois du mal à en avoir. On est convaincu que ça sert à quelque chose, mais ce que tu disais tout à l'heure, Bertrand, ce qui est important, la recherche c'est bien, mais la transformation en entreprise, c'est ce pourquoi on travaille en fait. Et là, je ressortais quelques témoignages là d'une personne qui était DAF dans une grande école et donc son dirigeant qui disait elle est parvenue à maintenir désormais une bonne cohésion, à suivre ses collaboratrices. Elle développe une relation de confiance dans son équipe, sa posture, son ouverture. Elle développe de l'assertivité. Donc, comment communiquer aussi d'une manière assertive. Donc, ça lui a permis également de fédérer l'équipe autour d'un projet important du service, etc. Donc, on a là des mots très concrets de chef d'entreprise ou d'entrepreneur. Là, c'est une entreprise plutôt industrielle qui nous dit elle a développé une posture de leader avec des pratiques managériales qui intègrent l'autre, une écoute active et une dimension émotionnelle authentique. Elle communique désormais avec pertinence et efficience. Et tout ça lui permet de faire progresser les membres de son équipe en leur donnant confiance en eux, en permettant de s'affirmer au sein de l'équipe, etc. Des témoignages comme ça, on en a plein. Et je trouve que ça, c'est important de donner à voir la concrétisation des différentes formations, en fait. Ça prend tout son sens. Merci.
Oui, beaucoup d'écho aussi de notre côté sur ce sujet-là. Déjà, nous, en tant qu'accompagnantes et accompagnants, on se dit que c'est aussi dans notre hygiène professionnelle de justement travailler sur nous-mêmes et on se fait superviser en tant qu'équipe pour prendre ce recul-là et s'assurer de vivre ces transformations, de comprendre ce qui se passe avant de prétendre donner des conseils ou accompagner d'autres équipes. Et puis on structure aussi des groupes de pairs, on voit aussi ce qui se joue et la puissance que ça peut avoir de réunir des dirigeants, dirigeantes qui vivent des choses similaires et leur permettre d'en parler sans filtre, d'accueillir des émotions, de se rendre curieuses et curieux aussi de ce qui peut se cacher comme besoin derrière ces émotions et comment nourrir les besoins fondamentaux qui peuvent parfois s'exprimer sous forme de colère, sous forme de tristesse, étendre aussi le vocabulaire émotionnel, se dire qu'aujourd'hui on a tendance à exprimer nos émotions avec 3-4 mots, mais qu'il en existe beaucoup, beaucoup plus que ça et que, en fait, en étendant nos capacités pour les nommer, on étend aussi nos capacités pour les comprendre et donc pour mieux y répondre. Et puis, quand tu parlais, Caroline, des doutes qui peuvent s'exprimer dans ces lieux-là, ça m'a rappelé une anecdote d'une équipe qu'on accompagnait. Il y avait 4 cofondateurs et cofondatrices face à leur équipe et l'un d'eux a exprimé des doutes pendant une journée où on les accompagnait à aller vers un peu plus d'authenticité. Et il a été stupéfait de la réaction de l'équipe et de ses associés quand il a exprimé des doutes, à savoir du soulagement. Il avait très très peur d'inquiéter s'il exprimait qu'il n'était pas sûr de lui. Et en fait, la réaction de l'équipe en face, c'était « Mais en fait, on vit la même réalité. Le fait que tu exprimes des doutes nous rassure sur le fait qu'on est en prise avec le même réel, qu'on comprend la situation pareil et que donc on peut avancer ensemble par rapport à un optimisme débridé qui en fait les insécurisait beaucoup. » Et puis justement sur ces sujets un peu de qu'est-ce qui est bien vu, qu'est-ce qu'on peut exprimer, on travaille beaucoup aussi sur les croyances, le rapport à la réussite, les conditionnements. Ça nous semble vraiment très très important de se redemander ensemble qu'est-ce que ça veut dire réussir, qu'est-ce qu'on essaye d'atteindre. Et c'est cette transformation aussi, cette remise en question du conditionnement ou de ce qu'on nous a fléché comme étant la réussite qui permet d'impulser des transformations plus collectives et notamment de se dire que la réussite n'est pas nécessairement individuelle et que la réussite peut être envisagée comme collective même si on manque cruellement, je trouve, d'exemples de ça et donc de tendance à la projeter de cette manière-là. Ce que je peux dire de ce qu'on fait chez NextGen, c'est que on a de la chance en 2024 d'avoir des outils, notamment issus de la recherche en management, qui permettent de mesurer scientifiquement. On l'a fait auprès de 3000 équipes à l'heure où je vous parle. La perception de ce que tu disais, de la réalité vue par l'équipe et par le leader ou le manager ou le leader de cercle. Et de voir et d'être capable de débriefer ça collectivement. Et là, souvent, c'est magique parce que on voit que la réalité, c'est les perceptions et que les perceptions, elles sont forcément différentes et que le fait de se débriefer ça libère énormément de frustration, d'incompréhension, de choses et ça permet d'adresser les priorités pour mieux fonctionner et mieux travailler ensemble. Donc ces outils, la bonne nouvelle, c'est qu'ils existent aujourd'hui. C'est assez facile à utiliser, à mettre en œuvre, et ça permet ensuite d'engager des chantiers prioritaires pour que le collectif marche. Puisqu'aujourd'hui, plus personne travaille seul, et que la capacité d'une organisation à bien fonctionner, c'est d'abord et avant tout si ces équipes qui la constituent fonctionnent bien, quoi, avant de savoir s'il y a une bonne direction générale. Alors, maintenant, on peut peut-être passer à un autre thème, qui est celui de l'impact social, puisqu'on a beaucoup parlé de l'impact environnemental avec Bertrand avant cette table ronde, mais sur l'impact social, et j'aimerais bien continuer avec toi, parce que j'avais beaucoup aimé ce que tu avais dit en préparation, parce que tu travailles dans le domaine de l'ESS, il y a des gens hyper engagés, voire surengagés, il y a un risque y compris de burn-out dans ces cas-là, parce que quand on est à fond dans ce qu'on fait, sans limite, et comment on arrive à équilibrer ça, et comment on arrive à mesurer cet impact social et à finalement mettre des garde-fous pour éviter de partir dans des maladies ou dans des sorties de piste. Voilà. Merci. Oui, pour situer, nous, on travaille avec une majorité d'associations.
et puis des startups à impact, et puis quelquefois des collectivités publiques, des collectivités territoriales, des fondations. Mais donc on est vraiment uniquement avec des acteurs dont l'ADN est orienté avant tout sur l'impact positif, l'intérêt général. Et donc, en effet, les dirigeants, dirigeantes, les équipes de ces organisations sont souvent très, très convaincus de l'importance et du sens de leur travail, au point parfois de pas être en mesure de se protéger. Parce qu'il y a un tel sentiment d'urgence, notamment sur des problématiques environnementales, que ça leur paraît plus important d'avancer le plus vite possible vers la mission de l'organisation que de se préoccuper de leur propre bien-être ou de leur propre équilibre. Et donc, on assiste en effet à un certain nombre de burn-out, à du mal-être au travail, y compris dans des organisations qui essaient de prendre soin de leurs ressources humaines. Voilà. Et donc, une dissonance qui pose problème à plusieurs niveaux. Déjà, évidemment, le sauveteur en mer qui se noie ne sauve plus personne. Donc, quand on ne se ménage pas, quand en 2 ans, on se brûle, finalement, on limite aussi l'impact positif qu'on est capable d'avoir sur le monde dans la durée. Mais à un niveau peut-être plus systémique, ça pose aussi la question de comment attirer vers ce secteur de l'engagement, comment impulser une transformation plus générale et donner envie de travailler dans ces métiers qui ont du sens si les personnes qui y sont finalement en souffrance. Voilà, ça donne pas envie d'y aller. Déjà que les salaires sont généralement inférieurs, mais si en plus ça fait des gens malheureux, ça devient difficile de recruter. Et donc chez Sillage, on se représente les organisations comme un équilibre toujours renouvelé entre 3 pôles. Il y a le pôle justement du sens, de l'impact qu'on souhaite avoir, de la vision de transformation. Le pôle des réalisations concrètes, de l'efficacité opérationnelle et le pôle des relations humaines épanouissantes. Et finalement, c'est difficile de rester vraiment équilibré entre ces 3 éléments et on se rend compte qu'il y en a souvent un qui trinque un peu. Et dans le secteur de l'impact, où il y a une telle pression de la performance parce qu'il y a souvent très peu de financement et une telle importance accordée au sens et au projet collectif, c'est assez souvent le pôle des relations humaines épanouissantes et du bien-être individuel qui trinque. Et donc nous, on essaye vraiment de travailler donc à nouveau sur ces croyances, à nouveau sur le il faut, le on doit, le il y a pas le temps, en disant que peut-être que face à l'urgence, le plus courageux, le plus difficile, c'est de commencer par ralentir, de se poser les bonnes questions et de prendre soin des individus. C'est toute la culture régénératrice, la culture du soin qui émerge, qui est très puissante dans certains mouvements militants horizontaux. Et qui nous semble vraiment très très importante pour pouvoir mener à bien ces projets-là. Et concrètement, ça passe à nouveau par des espaces sécurisés où on accueille des émotions, ça passe par des formations au management parce que en effet c'est un métier, que ça ne s'invente pas et que pour le faire bien et pour être capable de prendre soin d'une équipe, que ce soit avec ou sans dimension hiérarchique, il y a des choses à apprendre, des choses à savoir. Ça peut être aussi par des innovations comme la semaine de 4 jours. Nous, chez Sillage, on est à la semaine de 4 jours. Et donc, c'est pas forcément facile à mettre en place. C'est un défi. Ça pose toute cette question de comment on ralentit face à l'urgence. Mais ça permet aussi potentiellement de tenir plus longtemps, d'aller plus loin, ou en tout cas de cultiver un équilibre entre cette vie professionnelle à laquelle on a vraiment envie de donner son énergie et d'autres piliers tout aussi importants de la vie. Quelles sont nos autres responsabilités? Comment on contribue au monde autrement que par son travail? Et puis on prend de plus en plus la parole aussi avec, en toute humilité, une intention un peu de plaidoyer sur comment repenser le rapport au travail. C'est-à-dire que finalement le système travail aujourd'hui est devenu problématique, qu'il y a que le système est malade, en tout cas c'est ce qu'on pense, et que il est vraiment urgent pour reprendre un peu de recul et de se poser la question de qu'est-ce que c'est que ce monde du travail et comment on le rend à nouveau inspirant, désirable et tourné vers le collectif et vers l'intérêt général. Alors, je sais pas si vous avez entendu ce matin, c'était ce matin ou hier, il y a une Julia de Funès là qui est une philosophe qui fait assez le buzz, qui tire à boulet rouge sur le développement personnel et tout ce dont on est en train de parler. Je sais pas si vous voulez rebondir là-dessus et si vous voulez compléter aussi le propos de Marie, parce que non, ouais. En fait, tout dépend de l'intention.
Si l'intention, c'est de faire du développement personnel pour aller encore plus loin, dépasser les limites des personnes, etc., ça n'a pas de sens. Mais c'est comme, en fait, toutes les démarches qui sont faites dans les entreprises, dans les startups, etc., où, justement, on apporte soi-disant du confort, mais pour performer encore plus, au détriment, justement, en fait, du bien-être de la personne. Donc, je pense qu'en fait, c'est vraiment l'intention qui est importante par rapport à ça. Nous, chez Lumia, je peux parler de l'expérience. L'année dernière, au mois de juillet, j'ai failli être en burn-out. Voilà. Parce qu'on est des gens, en fait, passionnés, on est des gens engagés. Donc, en fait, et le cercle régénératif, on n'avait pas encore mis en place les outils qui permettaient de dire non, mais en fait, Bertrand, tu dépasses les limites. Tes propres limites, mais aussi les limites, en fait, finalement, que l'entreprise devrait poser. Donc finalement, c'était un exercice pour nous. Voilà. Alors, pour prévenir ça, on a mis en place en fait des outils de pilotage des projets. Voilà, parce que, enfin, moi, forcément, avec ma casquette, de pas passer, je sais répondre à beaucoup de choses, donc à beaucoup de clients, en fait, etc. Et donc, beaucoup de choses qui revenaient vers moi. Et sans forcément avoir de soutien suffisant. Donc aujourd'hui, on essaie de faire attention à ça. Après, on a un outil de suivi aussi du temps passé et donc qui prend en compte notamment les déplacements parce que nous on se déplace beaucoup, on se déplace énormément. Et puis, ce que j'ai dit en fait tout à l'heure, des temps de respiration, où on essaie de faire en sorte que quand on est dans ces temps, ça soit bénéfique en fait pour l'ensemble en fait des collaborateurs et que ce soit tu as parlé tout à l'heure en fait d'authenticité, dans l'authenticité, qu'on puisse se dire les choses et aussi qu'on puisse alerter en fait quand on a une limite, mais alerter pour soi et alerter pour les autres. Moi, je sais que là, dernièrement, j'ai une collègue, on disait tiens Bertrand, on va te décharger de ça. Puis elle disait je prends. À un moment donné, à la fin de la réunion, j'ai dit mais tu peux pas en fait tout prendre. Donc voilà, donc on a revu. Donc c'est aussi collectivement comment en fait on prend ça en charge. C'est parce que la personne, quand on est assez passionné, la personne ne se rend pas compte, quoi. Elle a envie de bien faire, elle a envie, en fait, mais elle se rend pas compte, en fait, qu'elle a aussi des limites physiques, psychologiques, etc., émotionnelles. Donc c'est ce qu'on essaie, en fait, de traiter dans nos cercles, dans nos journées de cercle régénératif. Alors, je vais pas rentrer sur la polémique de Julia de Funès parce que je ne la connais pas. Par contre, là où je peux rebondir, c'est sur le développement personnel. En fait, à la CEC, quand je vous disais tout à l'heure, on est accompagné par des coachs et des facilitateurs. La limite, c'est qu'on accompagne le collectif et jamais l'individu. Parce que c'est pas l'endroit pour faire ça, pour bien faire ça. Si on veut aller chercher du développement personnel, il faut être vraiment déjà en demande et aller chercher le professionnel qui va correspondre à votre besoin. Là où on est dans la CEC, dans nos parcours, c'est on accompagne la dynamique du collectif. Un collectif constitué de dirigeants, voilà, et accompagné par un coach et un facilitateur, donc qui amène le côté vraiment membrane humaine et les process pour avoir les temps de parole qui vont bien, être dans le bon cadre de sécurité, dans les bonnes conditions d'expression, de questions, etc. Donc ça, c'est pour ça qu'on est accompagné par des professionnels là-dessus. Ce qu'on vit à la CEC, mais aussi ce qu'on fait vivre aux dirigeants et j'espère ce qu'ils reproduisent dans leurs entreprises, c'est qu'on met beaucoup la notion du temps long comme étant une valeur clé, c'est-à-dire malgré l'urgence de la situation dans laquelle on est confronté, malgré les faits qui aujourd'hui ne sont plus à démontrer et potentiellement les murs qu'on va se prendre dans les prochaines années, on a besoin de prendre le temps de bien poser les choses pour aller chercher des choses durables et s'adapter vraiment aux situations qui vont arriver. Donc ces temps-là, on les crée dans les parcours et on les crée aussi au niveau de l'association, donc d'avoir des temps de respiration les plus propices possibles. Il y a aussi la notion d'écoute qui est hyper intéressante et vraiment à sacraliser ces temps et ces espaces d'écoute qui sont pas juste des espaces où on vient écouter comme ça, mais vraiment l'écoute active. Tout au long d'un parcours CEC, on travaille vraiment à aller chercher l'écoute active. C'est-à-dire, je parle, on m'écoute et tu me parles, je t'écoute. On réapprend ça.
on ne sait plus le faire. On ne sait plus écouter. Voilà, on ne sait plus le faire. Et dans les entreprises, on écoute d'une oreille en faisant un autre truc et on n'écoute plus. Donc, il faut recréer ces espaces d'écoute. Et le dernier point, c'est les espaces de conversation. Pareil, sacraliser nos conversations, confronter nos regards pour aller chercher le regard de l'autre, d'autres pistes, parce qu'on ne sait plus discuter. Et avec nos réseaux sociaux, nos algorithmes aussi, on est reconfronté dans des bulles d'une réalité particulière qui est plus la réalité du débat collectif et sociétal. Donc l'impact sociétal, on le génère aussi par recréer des espaces où on discute, où on controverse, on peut avoir des échanges, on ne peut pas être d'accord, on va argumenter, mais ça c'est hyper fondamental. À la CEC, on le fait, on essaye de promouvoir ça aussi dans les entreprises. Voilà ce que je voulais raconter là-dessus. Avant de vous passer le micro pour des questions et une conversation, justement, tu fais bien d'en parler tous ensemble. Peut-être le dernier point sur lequel je voulais rester en format table ronde, c'était la reconnexion au vivant. Pourquoi est-ce que c'est si important? Alors moi j'ai parlé, il se trouve que dans la NextGen fait partie d'un groupe d'entreprises et il y a une autre entreprise qui s'appelle Hola Spirit qui est un éditeur de logiciels qui permet de décrire son organisation sous forme de hiérarchie d'équipe et de cercle, donc sous format organique. Donc on voit bien lorsqu'on fait un time-lapse, c'est-à-dire une vidéo accélérée de la déformation de l'organisation qui est organisée en cercle, on voit la division cellulaire. Enfin, si je tire l'image et on voit bien l'organisme soit croître, soit se réduire, soit évoluer. Et donc cette connexion au concept du vivant, on l'intuite fortement. Est-ce que vous pouvez donner des exemples dans vos expériences, chez vos clients ou dans ce que vous pratiquez sur l'importance de se reconnecter au vivant et comment vous le faites? Moi, je veux bien rebondir sur ce que tu viens de dire concernant Hola Spirit. Effectivement, c'est conçu sous forme de cercles, donc des cercles, des sous-cercles, un cercle général, un cercle d'ancrage. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le lien avec le vivant, enfin, moi, ce que j'en vois, c'est que ce système-là n'est pas figé. En fait, il peut changer de façon assez récurrente et qu'on a au-delà des réunions qu'on va appeler des réunions de triage, qui sont des réunions tactiques où là on va prendre des sujets où chacun donc va pouvoir justement expliquer ses projets et prendre des décisions selon les compétences. On a des réunions de gouvernance qui sont intéressantes parce que là on rebondit sur la raison d'être dont tu parlais peut-être Bertrand tout à l'heure aussi. La raison d'être, finalement on se questionne sur la raison d'être d'un cercle et s'il faut changer cette raison d'être, eh bien on la fait évoluer, mais cette décision elle se prend en collectif avec des méthodes d'intelligence collective et je pense qu'à partir du moment où une raison d'être est bien exprimée collectivement et partagée, mais il est beaucoup plus facile derrière d'aller définir des rôles et les rôles aussi du coup ils peuvent changer, ils peuvent évoluer en fonction de l'actualité et tout ça est toujours très vivant et finalement ce qu'on appelle l'holarchie n'est jamais similaire. Alors, je vais pas dire que ça change constamment tous les mois, faut pas non plus exagérer, mais ça peut. En tout cas, c'est quelque chose d'assez agile en fonction des actualités. Ça change continuellement. Pour donner un exemple, chez Germe, on est mes collègues, moi je m'occupe plus du secteur de la formation, mes collègues qui s'occupent plus de l'événementiel sont très occupés à l'heure actuelle sur des grandes rencontres régionales. Il y en a 4 grandes rencontres donc cette année, sur des thématiques d'ailleurs qui sont liées au vivant, manager conscient, manager vivant, et ben les cercles ont évolué de manière à pouvoir mettre en place cet énorme projet. Et puis ensuite on part sur les certifications Calliope, ben on aura peut-être un autre cercle un peu plus élargi. Et tout ça est très très plaisant, je trouve, de pouvoir voir que rien n'est figé et que tout peut évoluer. Là, on est vraiment dans cette agilité de gouvernance. Chaque cercle a sa raison d'être. Chaque cercle a sa raison d'être. Par des rôles qui eux-mêmes ont une raison d'être. Tout à fait. Les raisons d'être sont alignées pour réaliser celle de l'organisation entière. Tout à fait. Et en tant que leader de cercle, pour reboucler avec ce qu'on disait tout à l'heure, ben, le rôle est moins dans l'opérationnel que de faire en sorte que ce cercle soit cohérent et que surtout chacun y trouve sa place. Parce que ça aussi, c'est important de trouver sa juste place dans l'organisation. Est-ce que mes valeurs et ma raison d'être personnelle sont bien alignées avec ce que je fais au quotidien? Est-ce qu'il y a congruence ou est-ce qu'il y a dissonance?
Oui, et ça me fait penser aussi à l'histoire de la traçabilité parce que on voit chez nos managers, il y a beaucoup d'émergence effectivement de burn-out parce qu'il y a une non-reconnaissance aussi de certaines missions qui sont accomplies. Or là, c'est de rendre visible ce que les gens font en fait. Les redevabilités sont visibles et écrites. Merci. Je rétropédale un tout petit peu. Je voulais juste revenir sur la question du développement personnel parce que finalement, je pense que la plus grosse problématique ou en tout cas le plus gros risque du développement personnel, c'est de dépolitiser et du coup de s'éloigner de la dimension collective et systémique du problème ou des questions qu'on est en train de traiter. Donc, je suis très alignée avec les questions de l'intention, mais je pense qu'il y a aussi vraiment cette question de politique et de comment on n'utilise pas le développement personnel comme un moyen de renvoyer chaque individu à sa responsabilité individuelle et isolée. Et donc, comment le développement personnel ne nous empêche pas de nous structurer, de communiquer et de faire ensemble. Et vous connaissez peut-être Thomas Dansbourg, hein, qui est formateur en communication non violente et qui parle justement non pas de développement personnel pour les enseignements qu'il diffuse, mais de développement social durable, en disant que c'est justement en travaillant sur son intériorité, en travaillant sur son lien à soi, qu'on devient capable d'avoir un effet d'entraînement positif sur notre environnement direct et sur le monde qui nous entoure. Et ça fait écho aussi, je pense, à l'écologie profonde ou l'écologie de soi. Cette idée justement d'avoir effectivement une cohérence entre ce qu'on prône à l'extérieur et la façon dont on se traite soi-même. Vous avez peut-être déjà entendu le slogan des zones à défendre, des ZAD. Nous ne sommes pas la nature, nous ne défendons pas la nature, pardon, nous sommes la nature qui se défend. Et de se penser chaque individu comme un élément vivant intégré à un cadre plus large avec d'autres éléments vivants et de cesser de se percevoir comme étant complètement séparé des autres humains comme non humains. Donc, comment on se reconnecte au vivant dans un quotidien professionnel. Parfois, ça peut passer par des choses vraiment très simples, comme prendre le temps de respirer ensemble au début d'une réunion. Remettre des choses vraiment qui peuvent paraître très très basiques, mais qui en fait peuvent vraiment changer la teneur d'une réunion, surtout dans des journées, je sais pas, j'imagine que vous en avez aussi, on enchaîne les visios, on court partout et on n'est pas forcément très connecté à sa respiration. Et après, il peut y avoir des choses aussi comme les walking meetings, les réunions en marchant, se dire qu'on n'a pas du tout la même expérience de réunion et on partage pas les mêmes choses quand on est dans une salle ou quand on est dehors. Moi, j'ai la chance d'habiter à la campagne et la dernière fois que mes associés sont venus me rendre visite, on a fait la promenade entre la maison et la gare qui fait quand même une bonne dizaine de kilomètres à travers la forêt. Voilà. Donc 2h30 de réunion en marchant et c'était notre évaluation de l'année où on a fait à la fois le bilan collectif et les bilans individuels en marchant à travers la forêt et c'était vraiment une expérience très riche et qui moi m'a permis de me sentir vraiment très connectée à la fois à ces personnes et au projet qu'on portait ensemble. Et je pense qu'on n'aurait jamais eu les mêmes échanges si on avait fait ça au bureau. Dernier partage, peut-être, je ne sais pas si vous connaissez le travail qui relie, mais c'est aussi une méthodologie qui a été inventée, enfin, qui a été formalisée par Joanna Macy, une américaine, pour répondre aux problématiques de burn-out militant. Et qui propose de commencer par honorer nos peines, un peu ce qu'on disait sur l'accueil des émotions. Ah, pardon, la gratitude d'abord. La gratitude d'abord, donc pourquoi je suis reconnaissante, puis honorer nos peines, accueillir les émotions, ensuite changer de regard pour ensuite passer à l'action d'un endroit apaisé, d'un endroit puissant, d'un endroit connecté, plutôt que d'un endroit d'urgence, d'un endroit d'effondrement ou d'un endroit d'inquiétude. Et voilà, à nouveau, comment on se relie aux autres et à notre environnement pour trouver un juste chemin d'engagement plutôt que une autoroute vers le burn-out. J'abonde dans tout ce que vous avez dit parce qu'il y a beaucoup de ressemblances et de choses que l'on vit également. Quand on fait des parcours avec nos dirigeants, on intègre la notion de vivant dans la session 3. Donc là, imaginez bien, il y a 6 sessions, c'est la 3. Et en fait, la 3 n'est juste que le catalyseur de pas mal d'expériences que l'on fait vivre, des modalités, tu l'as dit, hein, simplement respirer, marcher, prendre l'air, voilà, des expériences de ce type-là. Il y a une expérience qu'on fait vivre à nos dirigeants sur la base du volontariat, mais qui est extrêmement puissante, c'est qu'on leur fait participer à une marche du temps profond, qui est donc une marche de 3 heures. On fait 4,6 km qui représentent les 4,6 milliards de la vie sur Terre, pour se rendre compte de la place de l'humanité dans cette grande histoire sur laquelle on se reconnecte aujourd'hui.
Et ben ça remet un petit peu les pendules à l'heure, puisqu'en fait, on se rend compte qu'on est à un moment de cette histoire, qu'avant nous, il y a quand même vraiment beaucoup d'évolution. Et potentiellement, on est là que vraiment un tout petit bout de vie sur Terre. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce petit bout de vie sur Terre? C'est à nous de le décider. Voilà. Aujourd'hui, on est des dirigeants. Aujourd'hui, on est en train de travailler. Qu'est-ce qu'on fait de ce que l'on sait, de ce que l'on fait et de ce que l'on connaît maintenant pour faire intégrer différemment les choses dans notre entreprise? Et le deuxième point que je voudrais ajouter, c'est qu'on va terminer la semaine prochaine la CEC du monde financier. Le monde financier, les cerveaux. En fait, on a les cerveaux, on a des cœurs, on a des corps, on a des gens exceptionnels. Vraiment une belle dynamique. Et on a eu une intervention de Marine Calmette sur la nature au board. Donc, comment, à un moment donné, je réintègre un élément qui s'appelle la nature dans mon comité de direction. C'est-à-dire que les décisions sont prises non pas avec juste les hommes et les femmes qui sont là, mais on questionne aussi l'impact en imaginant que ce personnage, cette nature existe aussi, elle a le droit au chapitre. Et ça les a bluffés. Mais vraiment, ça a été le truc, ils se sont dit, mais c'est ça, il faut qu'on regarde différemment. Donc, si de temps en temps, même dans nos organisations les plus classiques, on se dit, et si on mettait quelque chose de différent, qui n'est pas si différent que ça, la nature, en fait, c'est nous. Sauf qu'on la personnifie parce que c'est plus facile aujourd'hui. En tout cas, on la met au même niveau que nous, les dirigeants, que nous, les humains. Alors, peut-être qu'on peut regarder un peu différemment notre modèle d'organisation et ce que l'on fait au monde. Voilà. Bertrand, tu voulais dire là-dessus? Sans faire de redite, mais nous, dans nos accompagnements, on utilise le U d'Otto Scharmer, la méthode, voilà. On utilise l'éco-psychologie dont tu as parlé, le travail qui relie, voilà, le séminaire, là, il y avait les 3 premières étapes du travail qui relie. Donc, c'est des choses qu'on utilise. On utilise la marche du temps profond. En fait, tous les moyens qui sont utiles pour que les personnes puissent vraiment avoir une transformation à l'issue en fait de ces exercices. On a inventé aussi des exercices. Moi, j'en fais un exercice qui leur permet de toucher en fait aux limites planétaires. Et surtout, comme on parle de rétroaction, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça se termine toujours de la même façon. C'est-à-dire que les gens me disent c'est le chaos. C'est-à-dire que là où on est parti, en fait, on est parti vers le chaos. Mais ça, ils le vivent dans leur corps. Je l'ai même fait dans une rue à Paris, ce qui a choqué peut-être certaines personnes. Mais voilà. Et en quoi consiste l'exercice? L'exercice est assez simple, hein, en fait, hein, c'est une reprise d'un exercice. Les gens marchent, ils se regardent, et puis en fait, à un moment, ils doivent identifier 2 autres personnes, et sans leur dire, et ensuite, ils doivent être à équidistance de la personne. C'est un exercice qui est connu. Voilà, donc ça, déjà, ça les fait bouger, mais à un moment donné, en fait, ça ralentit. Et puis finalement, c'est ce qui se passe en fait avec les rétroactions négatives, ce qu'on observe au niveau scientifique. Et donc, on a atteint un état d'équilibre. Salut Solène. Et puis, derrière ça, en fait, j'ai demandé à plusieurs personnes que j'ai identifiées finalement de s'éloigner du groupe et de plus en plus rapidement. Ça, c'est les rétroactions positives. C'était en fait, quand vous regardez le changement climatique, quelque chose qui débute, mais en fait, ça devient une exponentielle et ensuite, les gens courent. Mais quand vous demandez à 2-3 personnes, puisqu'en fait, les limites planétaires, tout est interconnecté, et bien en fait, ça explose. Donc là où ils étaient en fait à l'équilibre, où ils étaient en fait tous regroupés, d'un seul coup, en fait, ça part. Et les gens, il y a même des gens qui restent, figés, vraiment. Et ça, en fait, ils le vivent dans leur corps. En fait, c'est pas simplement dans l'esprit. On l'a vu avant dans le contexte, etc. Là, ils le vivent réellement. Et là, il y a en fait une espèce d'une claque. Les chefs d'entreprise à la CEC parlent de claque, une vraie claque en fait, parce qu'ils le vivent, ils le vivent vraiment là en fait dans leur chair, quoi. Super. Il nous reste un peu de temps maintenant pour des questions. Est-ce que vous avez des questions à poser à ce beau panel d'intervenants? Oui. Merci Bertrand. Merci. Bonjour. Olivia Ruel-Maillefer, je travaille à l'APES, qui est un réseau d'économie sociale et solidaire. Et en fait, c'est plutôt un témoignage et un point d'interpellation. En fait, moi, dans mon travail, j'accompagne les organisations de SS sur l'amélioration des conditions de vie au travail
et la prévention du burn-out, la sécurité, etc. J'ai mis en place un espace de concertation entre managers pour libérer la parole, etc. Et au final, alors que je suis dans une association qui prend extrêmement soin de ses salariés, j'ai fait un burn-out pendant 1 an. Et en fait, l'analyse de ça, c'est aussi de se dire que dans nos structures, alors je parle que du champ de l'économie sociale et solidaire, qui est celui que je connais le plus, on est aussi... Alors les propos de Marie m'ont vraiment énormément touchée parce que tout ce que tu as dit, enfin je te tutoie, pardon, mais tout ce que tu as dit, ça a fait écho à la manière dont moi je pense mon travail, etc. et mon côté perso. Mais c'est aussi de se dire que dans l'économie sociale et solidaire, on est aussi contraint par plein d'autres choses. Il y a la question du sens au travail, il y a la question aussi de toujours vouloir mieux faire et bien faire, etc. Mais il y a aussi la question de l'équilibre économique. C'est-à-dire que dans ce champ-là, on est aussi extrêmement compressé par les financements publics qui sont de plus en plus réduits, avec des attentes de plus en plus fortes et des besoins de justifier toujours plus. Et qu'en fait, ça, on a beau faire ce qu'on veut dans toutes les structures, si à un moment, il n'y a pas les fonds derrière, on se retrouve à devoir faire déjà être des moutons à 5 pattes, si ce n'est 6 pattes, et à devoir faire le boulot de 2-3 personnes. Et on en arrive à des aberrations, alors que l'objectif, c'est quand même le bien-être de l'humain dans ce genre de structure. On en arrive à des aberrations inconcevables. Je prends un exemple tout bête, mais le nombre de structures dans lesquelles vous avez des arrêts pour burn-out ou surmenage, quel pourcentage de structures prévoit un remplacement pendant ces arrêts de travail? Je serais très intéressée d'avoir une stat là-dessus parce que la plupart des structures que j'ai accompagnées, moi, il pouvait y avoir des arrêts de 6 mois, 8 mois, 9 mois, 1 an, 0 remplacement, ce qui veut dire que quand vous reprenez après, vous avez été arrêté pour surmenage, vous reprenez avec 1 an d'arrêt et avec des financeurs qui vous attendent derrière sur votre job, elle n'a pas été fait. Si vous voulez pas qu'on licencie, j'exagère, mais voilà, ça donne ça comme. Donc ça, c'était le premier point d'attention. Et puis du coup, ça me questionne aussi sur la question de repenser le travail. Ça fait longtemps qu'on est parti sur une manière de penser le travail qui est du lundi au vendredi, j'exagère, mais on fait du 9h, 18h, globalement plus ou moins la même chose. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas ce qu'on fait. Ça veut juste dire que pendant toute une semaine, 35, 39 heures par semaine, on fait la même chose, on est avec les mêmes gens et on est contraint aux mêmes pressions. Et là, ce que je vois qui commence à bouger un peu dans les structures, c'est le mix des type de contrat de travail. Alors, en France, on est à la recherche du CDI temps plein, etc. Mais il commence à y avoir des mix aussi sur un mix d'entrepreneuriat, des mi-temps salariés, mi-temps entrepreneuriaux ou un travail en CAE, coopérative d'activité d'emploi. Et que ça, j'ai l'impression que ça tend vers un meilleur équilibre parce que ça permet de jongler entre des envies personnelles, une vie en collectif avec une équipe, etc., des managers, avec des objectifs, différents types de boulot. Moi, pour le témoignage, en fait, c'est ça qui fait que j'ai rebondi de mon burn-out, c'est que j'ai réduit mon temps de travail grâce à mon employeur et que j'ai créé une activité qui n'a rien à voir. Je travaille le bois, donc ça n'a rien à voir avec mon boulot. Et en fait, cet équilibre entre un métier intellectuel et un métier très manuel, pour le coup, me convenait bien. Et en fait, je pense que c'est aussi des besoins de repenser nos modes de fonctionnement et de vision du travail, ce que tu as dit, Marie, qui est hyper important, et de s'autoriser. Je pense qu'on a besoin d'accompagner les structures sur le fait qu'il est possible de faire autrement et de penser le travail autrement. Et moi, ça a été possible parce que mon employeur m'a dit « Ok, on passe à temps partiel et on recrute quelqu'un sur l'autre temps partiel pour que tu sois pas contrainte à faire autant en moins de temps, quoi. » Donc voilà, c'était juste un point d'interpellation et merci pour... j'aimerais bien te rencontrer après. Merci beaucoup à toi et merci pour ton témoignage, ça me touche beaucoup. Je pense qu'en effet, on est dans un environnement de multiples contraintes quand on essaye à la fois de transformer un système et en même temps de respecter ses règles parce qu'on n'a pas le choix. Donc on s'insère dans un système très contraignant en essayant de le challenger et avec plein d'idéaux qui nous rajoutent des contraintes quand on veut à la fois effectivement avoir une structure économique viable, à la fois travailler moins, à la fois prendre le temps de faire du plaidoyer, à la fois tisser des relations vraies avec les personnes qu'on accompagne parce que on n'est pas là pour faire du chiffre, etc., etc. Évidemment, on se retrouve en tension facilement et je pense que ces problématiques sont jamais résolues. Nous aussi, on est sans cesse en alerte sur comment prendre soin les uns les unes des autres, notamment dans un environnement de gouvernance partagée où c'est exactement ce que tu disais, finalement, on a du mal parfois à prendre soin de soi comme on trouverait normal que les autres prennent soin d'eux et d'elles. Et donc, c'est vraiment la responsabilité de l'organisation aussi de poser des garde-fous et donc une responsabilité partagée quand on n'est pas dans un environnement hiérarchique de se poser la question de où on en est et de s'encourager à ralentir quand on n'arrive pas à le faire soi-même.
Et donc, comme je le disais tout à l'heure, nous, on est à la semaine de 4 jours, mais on a le rêve d'aller même plus loin que ça. On se parle parfois de la semaine de 3 jours en se disant on pourrait avoir 3 jours de travail pour sillage, 1 jour d'engagement associatif, militant, pourquoi pas, 1 jour pour cultiver, plus notre intérieur, notre vie familiale, notre jardin, pourquoi pas. Et puis, les fameux 2 jours de week-end qu'on a aujourd'hui. En tout cas, repenser en effet ces équilibres entre les différents temps de vie et avoir un petit peu plus de diversité. D'un point de vue sociologique, on constate aussi que le sens au travail, c'est difficilement constatable quand c'est des grands idéaux lointains de sauver la planète, par exemple, et que ça peut faire beaucoup, beaucoup de bien d'avoir une partie de nos activités quotidiennes dont on comprend immédiatement le sens et la réalisation concrète, ce qui en sort. Je pense à ça parce que tu parlais de travailler le bois et se dire qu'en effet, on pourrait avoir une multiplicité de tâches dans un quotidien professionnel dont certaines nous apportent le sentiment de contribution et de réalisation de façon beaucoup plus directe que les métiers très théoriques qu'on a souvent développés dans le tertiaire. Voilà un peu ce qui me venait en t'écoutant, mais avec plaisir pour en discuter davantage plus tard. Simplement pour reboucler avec l'entreprise, plus classique, je dirais, et puis le rôle du manager. Mais là, on voit bien, tout à l'heure, on parlait de manager coach, que ça fait partie aussi de sa responsabilité désormais, de ce nouveau rôle, d'être à l'écoute de ça. Et donc, développer l'écoute aussi grâce à nos différentes formations managériales, ça, je pense que ça, c'est vraiment fondamental. L'écoute active de ses collaborateurs. Juste sur la notion du burn-out dans ces endroits de l'ESS ou dans les endroits de l'association. Moi, j'en ai rencontré beaucoup de gens qui ont fait des burn-out et beaucoup qui sont arrivés à l'associer en disant c'est là que je veux faire. Et en fait, on fait très attention à savoir s'ils sont vraiment guéris de cette situation-là parce qu'il y en a qui replongent parce qu'ils sont dans une attente d'un autre endroit pour œuvrer pour le monde, là où en fait ils n'ont pas vraiment traité le sujet qui les concerne, qui est vraiment leur surengagement et tout ça. Donc on fait très attention à l'entrée même des contributeurs qui viennent, que ce soit en bénévole ou en prestataire. Et on est encore une structure hyper jeune où on n'a pas formalisé beaucoup de choses. Semaine de 4 jours, je me suis dit tiens, un jour peut-être quand on aura plus que 3 salariés. Mais en fait, on vit avec des gens qui ont différents métiers, donc du temps partagé. Et beaucoup sont indépendants, mais il y en a aussi beaucoup en mécénat de compétences. Et s'il y a une petite clé, moi, que j'aimerais qu'on arrive à développer dans cette France qui bouge, là, c'est ça. Le mécénat de compétences, ça permet à des gens qui sont en entreprise, qui sont un peu en confort dans leur zone, de venir amener leurs compétences à d'autres endroits dont on a besoin pour un coût ridicule, même pour des bénéfices pour eux qui sont d'ailleurs meilleurs. Et ça, c'est génial, parce que là, on crée des ponts. Donc, si on arrive à faire ça, c'est quand même top, quoi. Est-ce que le micro, tu peux le passer? Ouais, super, merci. Bonjour, Armelle à l'Ermitage. J'avais une question, moi, plutôt relative à... Comment dire nous, on a en charge un foncier avec beaucoup de vivants. Et le vivant, il se rappelle et le foncier, il se rappelle à nous avec des impératifs puissants, hein, puisque la nature, par exemple, quand il pleut beaucoup, elle pousse, elle peut nous déborder. Et un foncier, il a aussi ces impératifs qui sont forts d'entretien, surtout sur un domaine de 30 hectares. Et je me demandais, en fait, ces 2 questions, elles sont peut-être un peu confuses, mais est-ce que nous, on a commencé à réfléchir à ces questions du management à travers le prisme du management des risques, mais ça peut être des risques professionnels, enfin voilà, tout le prisme. Et c'est une approche que j'ai trouvée assez intéressante. J'entends tous les désirs d'équilibre, etc. Et je suis assez sensible aux problématiques de burn-out et de surcharge mentale, puisqu'on n'y échappe pas, évidemment, dans ce genre d'endroit. Mais la question que je me pose, c'est que le vivant et le foncier, ils s'imposent à nous des fois très fortement. Et il faut bien quand même dans les structures des personnes qui portent la responsabilité, qui se portent garante de ça. Et donc parfois c'est bien gentil les équilibres. Ouais, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais faut quand même tenir la baraque, quoi. Et du coup, l'approche par le management des risques, je trouvais que c'était intéressant
de l'aborder comme ça parce que on se rend compte que la charge mentale du maintien de l'activité, c'est quand même un enjeu que peu de gens portent dans les collectifs. C'est plutôt le comité de direction qui se le tape. Et c'est pas parce que il n'y a pas grand monde qui a envie finalement de se le partager, quoi. Et donc parfois, enfin, à force de parler du soin qu'on se doit à soi, on oublie aussi les devoirs qu'on a vis-à-vis de l'infrastructure dont on a la charge. Et on veut bien la déléguer à... on est bien content, quoi, qu'il y en ait certains qui l'assument. Et nous qui avons repris un foncier et une infra, je pense que c'est quand même important de se rappeler que on lui doit quelque chose à ça. Enfin voilà, je sais pas. Alors, je sais pas si j'ai tout saisi, mais merci parce que là, c'est l'illustration de ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, quand j'ai présenté l'étude sur l'entreprise à visée régénérative. C'est la création continue du vivant. Le vivant, en fait, lui, il continue à se développer et donc, effectivement, si on veut le maîtriser, et ça, c'est une question, est-ce qu'on veut le maîtriser et comment on veut le maîtriser? Voilà. Après, sur sur les risques et sur la délégation, peut-être, en fait, de responsabilité, je pense que, justement, les systèmes dont on a parlé tout à l'heure, en fait, fonctionnement en cercle, etc., les responsabilités, elles se partagent et elles ne sont pas identiques tout le temps. C'est-à-dire qu'elles évoluent dans le temps, on l'a vu avec les témoignages. Donc, ça ne pèse plus forcément sur toujours les mêmes personnes. Et donc, c'est peut-être beaucoup plus équilibré aussi quand on peut le faire de cette façon. Maintenant, le problème en fait de nos entreprises, c'est plutôt en fait en termes de statut juridique, etc., où on est obligé d'avoir finalement en fait de certaines représentations légales, mais on peut le vivre aussi autrement en fait dans l'entreprise en fonction de justement de l'organisation et de la gouvernance qu'on a mis en œuvre. Donc ça peut quand même en fait se gérer différemment. Merci de poser la question parce que quand les dirigeants arrivent, en fait, ils veulent, ils ont une baraque à faire tenir, ils ont des employés à faire manger, leur famille à s'occuper, une place sur le territoire ou sur la thématique à respecter. Donc c'est une réponse auquel ils vont trouver leur réponse dans le chemin qu'ils vont faire. Le management par les risques est une façon de piloter, une façon de voir les choses. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Donc à quoi on sert? Là, aujourd'hui, vous dites c'est du foncier. Dans d'autres organisations, ils font autre chose. Ils répondent à un autre besoin humain. À quoi on sert et quels sont les risques auxquels on est confronté et les impacts aussi qu'on produit. Parce que là, pareil, on est là sur Terre, on a une empreinte. Donc, quels sont les impacts et potentiellement, quelles sont les opportunités. Donc, c'est aussi des démarches qu'on met en œuvre parce que c'est par là que le mental repart et en disant c'est bon, on peut y aller. Le tout, c'est de se rendre compte que le management des risques s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus grand qui est la place, encore une fois, cette fameuse place de l'humain et de l'organisation au cœur de cette maison commune qui est la Terre. Donc, on peut prendre ce biais-là parce que ça parle beaucoup, parce qu'on trouve facilement des plans, des choses à faire. La vigilance, c'est de ne pas trouver que des solutions à des risques, mais bien intégrer la dynamique des risques, la systémie des risques et trouver des réponses qui s'adaptent à différents concepts. Mais c'est une bonne approche dans les entreprises qui ont besoin à un moment donné de prendre soin des infrastructures qui font qu'on fait société ensemble aujourd'hui. On n'est pas juste à s'aimer les uns les autres. On a des infrastructures, on a besoin d'évoluer aussi sur cette terre et les entreprises ont besoin aussi de réaffirmer leur place dans ces organisations. Voilà. Peut-être un mot avant de te repasser le micro pour dire les modes de management dits collaboratifs ou autonomes sont des modes qui décentralisent l'autorité, ce qui veut dire que il y a plus de responsabilité qui est décentralisée et non pas déconcentrée. C'est-à-dire que en fait, chacun est en charge, chacun est son propre patron sur ses rôles et responsabilités. Donc c'est autonomie égale responsabilité. Sinon, la balance, elle tient pas à l'équilibre. C'est comme transparence nécessite la confiance. Sinon le plateau est pas à l'équilibre. Et donc tout ça là, c'est donnant parce que sinon ça marche pas. On peut pas donner de l'autonomie
sans la responsabilité qui va avec, les bonnes et les mauvaises. Voilà. Merci. Oui, je suis très alignée avec ça et je pense que ça implique, enfin, la question soulevée, c'est aussi de comment visibiliser la charge mentale et la charge émotionnelle pour en tenir compte et pour pouvoir les partager et ne pas partager que des tâches concrètes, mais aussi ces charges plus intangibles qui peuvent peser très lourd sur certaines épaules. Et puis, en effet, je pense que le soin de soi, c'est pas seulement bien joli, c'est vraiment une responsabilité supplémentaire, un travail supplémentaire, et c'est loin d'être facile, surtout quand on a toutes ces obligations perçues ou ces contraintes ou en tout cas, voilà, ce vivant qui va très vite à côté. Et je parlais de Thomas Dansbourg tout à l'heure, peut-être deux partages un peu plus de l'ordre de la communication non violente. Déjà se dire que même quand on a l'impression qu'on n'a pas le choix et que il faut et que on doit, finalement ce sont des choix et se rappeler pourquoi on fait ces choix, pourquoi c'est important de maîtriser le vivant à tel endroit ou d'entretenir tel lieu et jusqu'à quel périmètre, ça peut permettre aussi d'une part de retrouver du souffle pour le faire, mais d'autre part peut-être d'aller chercher des personnes supplémentaires pour qu'on puisse répartir ça sur plusieurs épaules. Après, l'autre enseignement que moi, la communication non violente m'a apporté, c'est la question du renoncement et de la priorisation. De se dire que peut-être parfois, en effet, on ne peut pas tout faire. Et je pense que collectivement, on n'apprend pas à faire le deuil, on n'apprend pas à renoncer, on n'apprend pas à se désengager. On est dans une société qui valorise pas mal l'engagement et le faire, et assez peu le recul et le renoncement. Et que donc c'est très difficile à faire. Et nous, dans les accompagnements sillage, on accompagne parfois les équipes à se répartir les tâches, à faire une feuille de route, à s'engager sur des projets. Et on célèbre ces engagements parce que c'est ça l'énergie vive du projet. On essaye de célébrer autant le désengagement, les personnes qui sont capables de donner une alerte, de dire bah, j'avais envie de faire ça, mais en fait je m'en sens plus capable, ou là tout de suite il y a une autre priorité qui est arrivée et je vais pas pouvoir mener à bien mon engagement. Et de se dire que c'est très courageux est très utile au projet et que ça révèle un besoin de ressources humaines supplémentaires, un besoin de priorisation que de renoncer à certaines choses dans un temps donné. Se dire aussi que ces renoncements, ils sont pas définitifs et qu'on peut choisir pour le moment et par priorité et que ça n'empêche pas de rouvrir la boîte un peu plus tard. Oui, c'est un peu en écho à ce que vient de dire madame, je me rappelle plus le prénom. Olivia, moi je fais partie de la CEC. Est-ce que vous avez des exemples ou des vécus avec... En fait, moi ça m'a fait penser à tout ce qui est hôtellerie, restauration, qui sont des métiers où pour le coup, alors c'est pas du foncier, mais c'est des horaires d'ouverture, voilà, des horaires, des contraintes vis-à-vis d'un public. Et donc, quand on dit une semaine de 4 jours, ils sont déjà pas sur les mêmes conventions que d'autres domaines, dans le tertiaire ou autre. Et donc, je me dis, voilà, ce qui est dit ici, comment c'est vécu dans différents secteurs d'activité qui, des fois, sont avec des contraintes. Voilà, on lance pas je vais prendre même dans l'industrie, on va pas lancer un grand four si les gens ils n'ont prévu que de travailler 2 heures. On le lance pas, non, on est obligé de le lancer si tout le monde vient travailler au moins pendant 8-10 heures d'affilée. Sur la restauration, pareil. Je vais pas ouvrir ce midi, bah si, ce midi, c'est marqué que c'est ouvert, donc va bien falloir ouvrir. Donc voilà, comment, est-ce que vous avez des exemples là-dessus ? Alors moi, il y en a un qui me vient à l'esprit immédiatement, parce que ce que tu me permets de te tutoyer, ce que tu décris, c'est le cadre de contrainte, c'est-à-dire ce sur quoi de toute façon il n'y a pas le choix. Si on veut faire le job et la prestation, il faut ça s'impose à nous, et tout le reste on peut jouer. Mais là-dessus on peut pas jouer, c'est le cadre de contrainte, c'est comme ça. Et moi j'ai vu il y a quelques années, je les ai interviewés, j'ai mis la vidéo sur YouTube, sur le compte de NextGen, le témoignage d'un patron d'hôtel. D'un Novotel qui est donc dans le groupe Accor, qui est un groupe qui est une belle pyramide là pour le coup. Je crois qu'on a, mais comme beaucoup, hein, c'est pas une critique, c'est un constat. On est dans une majorité de pyramides. Et ce patron-là, il avait demandé quand même l'autorisation de passer en gouvernance partagée. On lui avait dit, comme c'était un hôtel qui devait être le flagship, donc un modèle pour le groupe de tenter.
et il avait réussi à avoir les meilleurs résultats collectifs de tous les Novotel français. Alors, en tout cas, voilà, je le résume comme ça. Et pendant plusieurs années, il a réussi à faire fonctionner un hôtel avec donc dans un hôtel, il y a surtout des hommes et des femmes de chambre, des gens qui servent à manger. Et il y a une continuité de service qui est 24 heures, hein, donc c'est même pas 8 heures. Et il fonctionnait en gouvernance partagée de A à Z. Et c'est exactement ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire que dans les rôles et les redevabilités qui étaient précisément décrites, puisque tout est décrit dans une gouvernance partagée, sinon on parle d'autre chose, on parle d'un truc intuitif, je ne sais pas de quoi on parle. Mais en fait, souvent la critique des gouvernances partagées ou des nouveaux modes de management, c'est oui, vous êtes sympa, c'est gentil, c'est un truc informel. Non, pas du tout. C'est hyper rigoureux, hyper précis, tout est écrit, tout est décrit. Et donc, chacun est responsable. Et moi, j'ai écrit ça dans un papier. C'est chacun est patron de ses rôles, quoi. Voilà. Et donc, ça a très bien fonctionné parce que, en fait, le résultat auquel on arrive, c'est qu'on est redevable non plus vis-à-vis d'un manager, mais vis-à-vis de ses pairs. À 360 degrés, si on considère qu'on est tous des adultes et que on a des rôles différents. Et donc, d'être redevable vis-à-vis de tous ses pairs dans l'organisation, c'est-à-dire si je viens pas ou si je loupe mon tour, ou c'est tout le monde qui va en pâtir, c'est quand même beaucoup plus, je trouve, responsabilisant, et on se dit quand même, bah oui, je vais me lever ce matin parce que sinon c'est mes collègues qui vont trinquer. Et c'est quand même beaucoup plus engageant, quoi. Voilà. Donc cet exemple de ce Novotel, alors il y en a plein d'autres, hein, d'exemples. Tu as une autre chaîne d'hôtels, puisqu'on est là-dessus, puisque c'est l'exemple que tu donnais, c'est Citizen M. Alors, je ne sais pas en France, mais en tout cas, aux Pays-Bas, en Allemagne, ils sont également en gouvernance partagée. Ça marche bien, puisque ça fait plus de 5 ans que je les suis, et ça se déploie. Voilà, il y a énormément d'autres exemples que je pourrais donner, mais déjà, dans l'hôtellerie, j'ai ceux-là qui me viennent. Voilà. Moi, dans la restauration, à côté de chez moi, là, dans le nord de la France, il y a Florent Laden, qui est un chef cuisinier, qui a maintenant 5 ou 6 restaurants, et qui a engagé une démarche. Aujourd'hui, en fait, il propose à ses salariés la semaine de 4 jours. Donc, les restaurants fonctionnent correctement. C'est juste, je pense, en fait, une prise de décision et justement la volonté, peut-être, que ses collaborateurs soient dans de bonnes conditions pour exercer leur métier, plutôt que dans des contraintes très fortes, parce que c'est des métiers qui sont vraiment pas faciles. Et bon, après, il fait plein d'autres choses. Enfin, je vais pas rentrer dans le détail de ce qu'il fait, mais juste pour répondre à cette question-là, je pense que là encore, c'est une question de décision. Et une fois qu'on a pris la décision, c'est l'organisation qu'on adapte finalement aux décisions qu'on a prises. Mais bien sûr que le modèle actuel, c'est celui qu'on connaît tous, qui est effectivement sûrement le plus commun. Mais c'est pas parce que c'est le plus commun en fait qu'on ne peut pas le faire évoluer. Oui, alors là, à plus petite échelle, parce que ça fonctionne aussi dans les plus petites structures. Là, on pourrait penser que c'est parce que ce sont de grosses machines, mais j'ai aussi en tête un restaurateur traiteur de Lille, d'ailleurs, qui a un restaurant sur Roubaix, qui lui-même était donc dans un réseau Germe, enfin en tant qu'apprenant, hein, et qui a trouvé ça tellement encourageant, enrichissant, qu'il a proposé à ses managers de proximité d'entrer dans un parcours qu'on appelle chez Germe Émergence, qui est plus adapté aux managers de proximité, avec une journée avec expert, un atelier, une journée avec expert, un atelier, pour pouvoir tous ensemble travailler de cette façon en intelligence collective. Donc, ils sont pas partis vraiment sur un système de gouvernance partagée, mais ils ont travaillé en intelligence collective. Et j'ai pu, moi, personnellement, assister au témoignage du chef pâtissier. Ça lui avait changé à lui la vie, ça avait changé également la vie de son équipe, et tout l'ensemble s'en trouvait plus performant, entre guillemets. Donc on a vraiment des témoignages dans ce sens-là. Des exemples sur 4 jours, il y en a vraiment énormément. C'est aussi une manière de se différencier sur le marché du travail, parce que quand on veut attirer à soi des talents ou des gens, c'est aussi une manière très originale et très concrète de le faire.
de se différencier voilà. Et ce dont je peux témoigner pour avoir interviewé énormément d'organisations dans ces modes de management, c'est que les gens qui sont habitués à ce mode de management refusent, sauf s'ils n'ont pas le choix, de retourner en arrière. Enfin, quand je dis en arrière, c'est un jugement de valeur. Mais en gros, vous comprenez, hein, c'est management directif, participatif, collaboratif. Moi, je dis c'est un voyage dans un seul sens, en fait. Hein, sauf si vous n'avez pas le choix que de revenir dans des structures participatives ou directives. Mais généralement, ceux qui ont goûté au collaboratif refuseront catégoriquement, y compris en étant payés plus, de revenir dans d'autres modes de management. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors, il y a un voilà. On peut prendre la question de monsieur parce qu'il est tout proche. Et puis après... Oui, Dominique Druge. Je me posais simplement une question. Est-ce que de temps en temps, il y a des conflits dans les entreprises collaboratives ou est-ce que c'est l'apanage des entreprises directives? Les conflits, il y en a toujours dans toutes les organisations. Et d'ailleurs, on appelle ça... Alors, en français, le mot tension a une connotation péjorative, c'est-à-dire qu'il a la connotation du conflit. Mais en anglais, le mot tension, c'est une différence de potentiel entre une situation non optimale et la situation si elle était optimale. C'est ce qu'on a appris au collège, hein, en physique. La tension, c'est la différence de potentiel. Et donc, les réunions de triage ou de gouvernance dont Isabelle a parlé tout à l'heure, la réunion de triage, typiquement, on trie quoi? On trie les tensions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agenda. Enfin, il peut y en avoir un, mais normalement, il n'y a pas d'agenda. Chacun vient avec ses tensions. Et comme c'est une organisation organique qui va sans cesse essayer de s'améliorer, on disait une amélioration continue, chacun va traiter ses tensions lors de la réunion de triage. C'est-à-dire que on va définir soit une action, soit un projet, soit une demande d'information, soit on va donner une information qui va permettre de résoudre la tension immédiatement ou modulo l'action ou le projet. Voilà, mais donc oui, c'est la nature humaine qu'il y ait des conflits et des tensions et que les choses soient pas optimales. Par contre, le vice, ce serait de ne pas s'en occuper. Et donc la grande vertu de ces organisations, c'est de décentraliser non seulement l'autorité, mais aussi la capacité à amener ces tensions et à demander leur résolution collectivement. Et ça, c'est extrêmement satisfaisant parce que, y compris celui qui a le moins de responsabilité dans l'organisation peut faire des propositions, pas sur n'importe quoi, hein, il faut qu'on reste dans l'autorité de ses rôles. Et on va utiliser souvent, pour résoudre ça, s'il y a des décisions à prendre, il y a un mode de décision qui a le vent en poupe aujourd'hui, qui est la décision par consentement. Le consentement, c'est pas le consensus. Hein. Consensus, l'Europe des 27 le montre, c'est quand même, sinon impraticable, en tout cas très compliqué ou très lent, parce qu'il faut que tout le monde s'aligne sur ses préférences, alors que la décision par consentement, c'est à la fois collectif et rapide. On va pas être sur sa préférence, mais on va jouer l'intersection des zones de tolérance. Et on va éjecter ce qui est intolérable pour le collectif. Et donc ça permet de prendre des décisions extrêmement rapidement et collectivement. Et contrairement au mode démocratique, alors je suis pas en train de dire que la démocratie c'est mal, hein, attention, disclaimer, la démocratie peut y avoir 49% de perdants pour 51% de gagnants, parce que ça clive. Le mode de décision par consentement, il joue sur la tolérance de tous. Et tant qu'on n'y est pas arrivé, il faut qu'on modifie la proposition initiale. Donc c'est quand même, c'est un rituel qui s'apprend, mais qui est très performant, quoi. Même dans le cas de tensions interpersonnelles. Oui, alors, en fait, je vais rebondir sur deux endroits où on prend soin du conflit, parce qu'il y en a, même dans notre asso. Et en fait, on en prend en responsabilité à deux endroits. Déjà, on favorise maximum la culture du feedback. Donc, faire en sorte que le conflit, là où il s'opère, puisse être désamorcé là où il s'opère par la culture du feedback. Alors, c'est pas facile parce qu'encore une fois, hein, des bénévoles et des contributeurs jamais là tout le temps en même temps. Voilà, c'est pas toujours simple. Mais n'empêche que c'est d'abord là que ça doit se passer, la résolution de conflit là où il se passe. Quand c'est pas possible, pour plein de raisons, on a dans nos instances statutaires une commission qu'on appelle la cellule de régulation ou de médiation. Et là, on peut faire appel à un tiers que l'on vient mandater pour
aider à résoudre le conflit. Voilà. Et donc ça, c'est une modalité qu'on a mis en place parce qu'on savait très bien que dans ces endroits-là, si on met pas de la conscience dessus, on peut vite se faire désénergiser par beaucoup de tensions et de conflits qui peuvent rester sous-jacents. Donc on évalue et on traite quand c'est possible. Le feedback, c'est le premier chapitre de la communication. Pour rebondir sur ce que disait Luc, sur la mécanique également de ce mode holacratique, ce que je voulais dire, c'est que parfois ça peut paraître complexe. Enfin bon, moi j'ai travaillé sur des modes de management beaucoup plus traditionnels. Ça fait bientôt 40 ans que je travaille. Donc quand je suis arrivée chez Germe, je me suis dit waouh, c'est compliqué, et finalement une des choses justement par rapport, pour en revenir à ces histoires de conflits ou de tensions qui a pu m'apparaître comme une révélation, c'est que finalement, si la personne à un moment donné ne réussit pas à réellement la formaliser ou à trouver un autre collègue dont le rôle peut-être de résoudre cette tension, eh ben c'est qu'il y a peut-être un trou dans la raquette. Il manque quelque chose. Et ça, dans un mode de management traditionnel, ben, on s'en rend pas forcément compte. Et ça m'a ramené, moi, des expériences passées où je me suis dit, waouh, ouais, effectivement, à ce moment-là, si j'avais eu ça comme outil, j'aurais peut-être moins raté cette marche. Et alors là, quel est le rôle du fameux leader de cercle, du manager? Eh bien, ça va être de s'interroger sur ce qui manque et de créer le rôle dans une fameuse réunion de gouvernance dont on parlait tout à l'heure. Et là, le rôle est créé. Et ça repart et ça devient vivant. Et là, on trouve forcément une solution à apporter. Mais si le rôle n'existe pas, ben à un moment donné, eh bien, on s'assoit, on se dit collectivement, ben il manque un rôle. Et ça aussi, ça peut se faire collectivement, ça se fait collectivement. Il y a un trou dans la raquette, on crée le rôle. Et donc, la mécanique peut ainsi s'enclencher. Voilà ce que je voulais juste rajouter. Je voulais juste insister sur le courage à la fois individuel et collectif que ça demande d'ancrer ces cultures du feedback. De dire que c'est vraiment à la fois quelque chose qu'on ne peut pas faire seul dans une organisation. Il y a vraiment besoin de se donner collectivement l'autorisation de se dire les choses avant que ça devienne un conflit. Et puis aussi de prendre le temps, de prendre l'énergie, de créer le temps d'aller adresser un message un petit peu inconfortable à une personne avant que ça devienne une vraie tension. Donc ça c'est vrai que ça s'apprend et que ça coule pas de source. Et j'ai oublié mon deuxième point, sans pis. Et le feedback, il faut que tout le monde soit formé dans l'organisation, sinon ça ne marche pas. C'est compliqué s'il y en a qu'un qui est formé et puis l'autre pas, ça va forcément déraper. Et c'est une hygiène de fonctionnement collectif très efficace. Aujourd'hui, là, les formats, sur les 2 dernières années, j'ai remarqué que les organisations formaient massivement. Et j'ai retrouvé, pardon. Je pense que comme la question portait aussi sur la différence entre ces organisations en gouvernance partagée et des organisations peut-être plus classiques, je me dis que peut-être une différence, c'est que à force de pratiquer cette responsabilité collective, à force d'avoir ces espaces de discussion sur la gouvernance, d'accueil des émotions, de relations authentiques, on tisse peut-être des liens aussi plus profonds entre les individus dans l'espace professionnel, qui donnent aussi une résilience peut-être supplémentaire en cas de tension, en cas de conflit, qui permettent peut-être aussi de suspecter l'autre du meilleur ou de moins prêter d'intentions nocives ou agressives aux autres personnes, et donc de désamorcer avant que ça devienne des conflits ouverts. Autre chose, on est de culture judéo-chrétienne dans le sud de l'Europe. On est de culture judéo-chrétienne dans le sud de l'Europe, et donc on a tendance à faire des feedbacks uniquement pour ce qu'il faudrait améliorer. Et les anglo-saxons nous apprennent une chose qui est très utile, c'est que le feedback positif, ça libère des hormones dans le corps qui sont incroyablement bonnes. Et donc le ratio préconisé par les spécialistes, c'est plutôt 3 feedbacks positifs pour 1 d'amélioration. Et c'est pas à faire en paquet, c'est à faire au fil de l'eau. Mais si on respecte ce feedback, ce ratio-là, je pense qu'on a une bonne relation au feedback, et et comme disent beaucoup de sociologues, le feedback c'est un cadeau. Il faut vraiment le prendre comme tel. C'est pour ça qu'on parlera jamais de feedback négatif. C'est un feedback d'amélioration et aller sur la colline de l'autre. Hein. Donc c'est vraiment une pratique à condition qu'elle soit massivement positive et de temps en temps qu'on aborde des vrais sujets d'amélioration qui, de toute façon, doit rester toujours positive en fait. Et donc, il y a un monsieur qui était au fond qui n'a toujours pas posé ces questions.
Bonjour, merci pour tout ce que vous avez dit. Je voudrais revenir un petit peu sur ce que vous avez abordé, Caroline, sur la partie de comment on représente la nature dans l'organisation et pas par la gouvernance. J'ai eu l'occasion de découvrir par une association parisienne qui s'appelle Démocratie Ouverte, qui fait de l'innovation démocratique, un projet de parlement, de micro-parlement des espaces naturels, où l'idée c'était justement de prendre parti dans un parlement, que les espèces naturelles puissent avoir un rôle et une voix. Donc ça s'incarne par des humains qui représentent une espèce ou un milieu naturel, où chaque rôle à diverses échelles. Et donc ma question c'était, vous en avez un petit peu parlé, j'ai pas bien compris si c'était une proposition dans votre formation. Si jamais ça se faisait déjà en entreprise, est-ce que c'est seulement on aborde la question des impacts environnementaux sur un coin de table, ou est-ce qu'il y a quelqu'un dans la gouvernance, dans les comités de pilotage ou dans les comités de direction, qui a le rôle de représenter la nature au quotidien, ou la nature ou l'espace naturel autour, ou les humains qui sont impactés par les projets divers et variés. Et aussi, comment est-ce que... donc ça, c'était la première question. Et comment est-ce qu'on conscientise aussi aux dérives du greenwashing dans les entreprises? Là, vous n'en avez a priori pas parlé, peut-être que c'est pas le sujet ici, mais voilà, c'est un panel un peu comment est-ce qu'on s'outille, comment on s'outille pour répondre à ça. Et voilà, merci. Alors, je vais pas rentrer dans les détails de la nature board parce qu'en fait, la manière de le faire dépend vraiment de la façon dont l'entreprise est organisée. Donc, ça dépend vraiment. La présentation qui nous avait été faite par Marine Calmette, c'était de vraiment réinvestir ce champ de nos décisions ne nous appartiennent pas juste à nous humains, mais on a une influence, un impact, parfois génère des risques dans l'environnement dans lequel on est nous-mêmes intégrés. Et donc, c'est remettre cette conscience-là dans les endroits de décision. Mais si on fait juste ça comme ça, c'est-à-dire si on met juste un siège avec une boule en disant c'est la Terre qui parle et qu'on ne lui fait pas parler, là, on est juste dans rien du tout, ça ne sert absolument à rien. Donc, quand on arrive à avoir cette volonté de mettre cette nature au bord dans l'organisation, c'est parce que le projet même de l'entreprise a déjà aussi évolué vers cette ouverture à autre chose que juste de la performance ou une place de marché à aller chercher ou être les meilleurs sûrs. Donc déjà, on se réouvre à ça. Et aussi, ça s'inscrit dans un autre endroit qui est l'espace physique dans lequel on opère. Si on met la nature au bord, en haut d'une tour et on ne change rien, pareil, ça ne sert à rien. Ça veut dire aussi que dans la façon dont l'entreprise se réorganise, elle doit réinvestir les endroits où le vivant s'exprime. Ça ne veut pas non plus dire faut mettre des ruches et des plantes, c'est pas ça. Mais dans ces activités, dans ces moments collectifs, tu parlais des marches dehors, dans ces modalités de travail, dans tout ça, il faut que ça soit dans une cohérence qui amène à ce que ce soit juste naturel de penser ça. Sinon, on est dans de la représentation, et là, c'est pire que tout. Voilà. Donc ça, c'est la volonté, c'est vraiment de se réinvestir un autre champ plus large que juste le champ opérationnel de l'organisation et de ce qu'elle fait. Sur le greenwashing, c'est un sujet qui fait flipper les organisations parce que on a eu un webinaire avec l'avocate qui a fait l'affaire du siècle là, juste cette semaine et qui nous disait donc les entreprises aujourd'hui font attention à ce qu'elles disent parce qu'elles peuvent se faire retoquer et de plus en plus. Donc ça, c'est déjà le côté réputationnel qui entre en jeu. Les lois vont se durcir aujourd'hui pour que chaque mot qui va être projeté en termes de communication marketing soit soumis à des moments de vérité, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir rendre explicite pourquoi on utilise ce mot. Donc la tension de la preuve, c'est plus au consommateur de dire vous dites n'importe quoi, non, c'est à l'entreprise de venir prouver pourquoi elle utilise ce mot-là. Donc ça va être ces tendances-là qui sont de plus en plus fortes. Et le risque de provoquer le maximum de greenwashing, c'est que celles qui font bien les choses ne veulent presque plus prendre la parole. Voilà, donc il faut aller rechercher ce courage de prendre la parole tout en démontrant sa sincérité dans lequel on est et la transparence de ce que l'on fait. Un cas concret qu'on a dans le Nord, on a l'entreprise Tikamoon qui fait donc des bois montés, des meubles en bois massif monté, je vais faire dans l'ordre, qui se sont rendus compte à un moment donné de leur chemin que leurs concurrents commençaient à dire meuble vert, meuble responsable, machin, et qu'en fait ils étaient en train de se faire embourber dans un moment où on ne rendait plus crédible ce qu'ils essayaient de faire, en tout cas pour le monde. Et donc, ils ont décidé, dans leur projet entreprise, de devenir les champions de ça,
Donc d'aller chercher, alors au démarrage, toutes les certifications qui vont bien pour rendre crédible leur démarche. Et après le passage de la CEC, des moments un peu plus longs, donc des modèles d'affaires qui se transforment sur 100 ans, d'autres choses comme ça, des perspectives beaucoup plus différenciantes qui font qu'aujourd'hui, ça devient un projet entrepreneurial pour eux. Et donc, toute cette dynamique-là fait qu'à un moment donné, il faut rendre vraiment crédible, vérifiable et transparent sa démarche. Sinon, ça sert à rien de le faire et ça n'engage personne à vouloir le faire. Voilà. Tu rajoutes ? Tout à l'heure, on a parlé de leadership régénératif. Pour nous, quand on est avec des dirigeants, l'objectif, c'est qu'ils acquièrent de nouvelles postures. Il y a l'une des postures, pour nous, qui est extrêmement importante, c'est la posture être nature. Se considérer comme étant nature. Donc, ça veut dire que, effectivement, on ne va pas demander, même pas une association, une ONG, d'être au board pour, en fait, représenter le vivant non humain, mais plutôt que ce soit intégré dans chacune des personnes et qu'elle ait intégré ça profondément et qu'elle puisse justement dans la décision prendre la décision avec ça en tête. Parce que sinon, en fait, on délègue. Là encore, on délègue. La nature, elle est ailleurs et je délègue en plus à quelqu'un d'autre, à une autre organisation, en fait, le soin de m'orienter vers les bonnes décisions. Donc nous, on est plutôt à aller travailler sur l'appropriation justement en fait de ces compétences. Il y a d'autres compétences, l'émergence, etc., la posture effectuelle. Quelques compétences comme ça en fait qu'on développe pour que les managers soient en capacité de le faire. Là, ce que tu disais tout à l'heure, le temps long. Voilà, chez les peuples premiers, il résonne pour certains en fait à 7 générations. Là, pour beaucoup de dirigeants, c'est le trimestre. Donc, en fait, comment on fait pour revenir en fait à d'autres modes de fonctionnement dans les prises de décision? Peut-être une dernière question avant qu'on clôture. Allez, 2. Merci beaucoup. Donc, oui, David Cana, j'aide les gens à choisir ensemble comment ils veulent travailler ensemble. Là, je fais de la facilitation de co-construction de gouvernance. Il y a un concept et qui se décline en plein de pratiques que j'aurais voulu vous proposer en plus de tout ce que vous avez pu apporter déjà et qui est peut-être peut articuler beaucoup de choses, beaucoup de sujets qui ont été abordés, qui est le concept de la juste place. La juste place, bien sûr, pour l'organisation, ça, on l'a bien évoqué. La juste place de chaque personne qui contribue à l'organisation et on peut la conceptualiser de plein de façons différentes. Il y a des apports de philosophie politique très importants pour trouver la juste place. Moi, personnellement, j'ai un biais de psychologie sociale sur la juste place, c'est-à-dire la juste place par rapport aux autres. Et on a parlé pas mal de burn-out, de surcharge, de responsabilité. En fait, il y a un paradoxe dans les organisations qui sont décentralisées, qui est que très souvent, on retrouve une centralisation informelle de tout un tas de choses. Ça se montre très bien avec l'étude des réseaux sociaux, pas des réseaux sociaux Facebook, hein, mais des liens entre les personnes. Voilà. C'est quelque chose qui peut être abordé de manière collective par la gouvernance. C'est quelque chose qui doit être impérativement intégré par chaque personne pour s'assurer qu'elle prend sa juste place, qu'elle ne va pas trop loin, qu'elle ne coupe pas les initiatives, les opportunités de croissance personnelle dans leur travail des autres personnes. Et là, petit point sur le burn-out. La première protection contre le burn-out, c'est d'avoir cette démarche réflexive sur est-ce que, en fait, en accumulant, en prenant toutes ces choses que je prends, est-ce que c'est bien réparti dans l'organisation? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui pourraient, en plus, monter en capacité, en compétence et prendre ça? Et quand il y a des burn-out, on peut se poser la question, est-ce que tout le monde est en burn-out dans l'organisation ou bien est-ce que seulement certaines personnes sont en burn-out? Est-ce qu'on ne peut pas travailler là-dessus? Et donc, la première vigilance, c'est soi-même. Être en capacité de se dire, là, en fait, j'ai trop d'importance dans la boîte. C'est pas ce qu'on a choisi collectivement. Et ça vient aussi, on parlait du feedback positif-négatif, il y a aussi cet impératif proposé avec succès par Elinor Ostrom dans
dans son travail sur la gouvernance des communs et l'impératif d'avoir des sanctions graduelles pour les comportements non alignés avec ce qu'on a décidé ensemble. Et pareil, on peut être renforcé dans notre démarche réflexive individuelle par ce choix collectif de quand on fait ça, c'est pas bon, c'est pas bien, il faut pas le faire. Et on peut se protéger soi-même et surtout on peut protéger les autres et le projet. Voilà. Merci. Alors attendez, on va faire réagir tout de suite. Oui, bonjour. Moi, j'ai travaillé une trentaine d'années en agence de communication et j'ai moi-même subi un burn-out. Et il y a autre chose, c'est que quand l'organisation est floue, on peut pas trouver sa place. Donc ça peut être un flou de l'organisation qui c'est pas moi qui voulais m'accaparer des tas de trucs, c'est qu'on m'a foutu des tas de trucs sur la tête à cause d'un flou organisationnel. Donc c'est pas pareil. C'est tout à fait vrai. Un des prérequis pour faire équipe, c'est la clarté des rôles et des objectifs. Rôle, responsabilité, objectif. Bonjour à tous. Alors moi, c'est... D'accord. C'est plus un témoignage qu'une question parce que je suis co-dirigeante d'une société qui a 3 ans. Je suis dans un parcours CEC Hauts-de-France qui a démarré il y a un mois. Je suis dans un accompagnement permanent entreprise et je suis germiste aussi, donc adhérente germe depuis quelques années. Donc je suis fortement inspirée par tout ce que vous dites puisque je le vis déjà depuis quelques années. Et donc, c'est vraiment en plus un témoignage parce qu'il y a plein de sujets qui ont été abordés. J'arrive à la fin, donc je vais pas faire de commentaires sur tout ce qui a été dit. Mais on parlait de développement personnel, de conflits, de burn-out, etc. D'où l'importance aussi dans cette démarche de changement de se dire oui, j'ai envie de faire autrement. Souvent, ça intervient après des prises de conscience, des éveils, des situations choc émotionnellement. C'est ce que moi j'ai vécu et je vais pas reparler en détail de mon parcours, mais d'où l'importance d'être équipé, d'avoir des outils, d'avoir une boîte à outils, que ce soit chez Germe ou avec dans un autre cadre. Mais moi ça me va bien. J'ai une collaboratrice qui est dans un programme émergence. J'en ai une deuxième qui me demande aussi parce que elle se nourrissent de ça et on est vraiment dans un on se pose plein de questions. On est une dizaine de personnes dans l'équipe et en fait, les gens arrivent mais ne partent pas. Alors certes, c'est une jeune entreprise, mais je sens qu'il y a justement l'envie des gens d'adhérer à un projet, d'adhérer à une nouvelle façon de faire. Et tous les sujets sont abordés. Comment on peut adapter les horaires. Alors, il y a des formateurs. On fait de la formation de technique, de génie électrique, d'énergie renouvelable et on se développe sur d'autres sujets. Mais nous sommes 2 associés. Et effectivement, dans le parcours CEC, moi, j'étais prête avec des outils. Mon associé fonctionne pas du tout de la même façon. Il a été secoué dans tous les sens et surtout dans le bon sens, je pense. C'est toute la richesse aussi de ce parcours et je pense qu'il est intéressant de s'interroger de façon individuelle avant de vouloir faire autrement et d'accompagner des équipes. Sinon, on se retrouve avec des problèmes de burn-out ou autres ou de mauvaise gestion de conflits parce que on a une telle volonté de sauver l'autre. Souvent, c'est le cas. On a envie de sauver l'autre et ça, c'est un biais cognitif hyper important parce que si on l'a pas travaillé soi-même, on va faire des erreurs, des grosses erreurs. D'où l'importance, effectivement, de travailler individuellement, même par la libération émotionnelle. Moi, mon dada, c'est l'intelligence collective et intelligence émotionnelle au travail. Et donc, il est important de le faire pour les autres, mais surtout pour soi-même. Dans un avion, quand il y a les masques qui tombent, on prend déjà on prend, même si on a des enfants, on se sauve soi-même avant de sauver les autres. C'est un peu cette idée-là. Moi, j'ai été
beaucoup dans une non-acceptation en disant mais non, j'ai un but, j'ai une mission de vie, j'ai un truc comme ça. Non, non. D'abord, on se nettoie de ses biais cognitifs, de ses programmes d'intention avant de pouvoir embarquer les autres. Voilà. Témoignage. Allez, c'est vraiment la dernière cette fois. Très court parce que en témoignage, moi je suis hôtelière, je travaille dans une auberge de jeunesse, on ne fait pas partie d'un gros groupe. Et après le Covid, j'ai décidé de changer 2-3 bricoles, par exemple de fermer le dimanche soir, voilà, des choses comme ça. Et par contre, faut pas rester seul. Je suis germiste aussi. Moi aussi, j'ai envoyé des collaborateurs chez Émergence. Pour moi, Germe, ça a changé un peu ma vie professionnelle en fait. Ça a changé beaucoup de choses, même au-delà. C'est grâce à ça. En fait, faut pas rester seul. Je pense que c'est grâce à ça que j'ai pas fait un burn-out. Je pense. L'accompagnement, l'encadrement. J'ai entendu parler de plein de choses, du TCC, des marches, des walking marches, etc. Et des walking réunions. Et tout ça, on l'a fait à Germe, en fait. Tout ça, moi, je l'ai découvert à Germe. Donc, il n'y a pas que ça. J'ai pas d'action chez Germe. Mais en tout cas, je vous invite. Oui, non, c'était une expression, mais voilà. Merci Bertrand, Caroline, Isabelle, Marie pour cette belle table ronde.